bonjour à tous et très bonne année avec Geek en série. Bonne année. Merci James, j'allais te dire bonjour, mais bonjour à toi James et très bonne année. Bonne année. Ça va, tu Ça vas fait un bien peu bizarre parce qu'en fait on n'est pas vraiment en 2018. Oh, mais ne révèle pas les secrets de la radio et de la télévision. C'est pas grave. Faut pas dire. On me le dit pas, on me le dit pas. En tout cas, on est très content de vous accueillir pour une nouvelle année en série. On espère qu'elle sera aussi bonne que la précédente, que vous serez toujours au rendez-vous parce que on a vraiment apprécié parler avec vous de séries. Ouais, Et on commence l'année avec un invité. Bonjour à toi Boris et très bonne année aussi. Salut, merci de me recevoir et bonne année également à tout le monde. Ça me fait plaisir de te recevoir et d'ailleurs je vais demander à James qui présente un peu notre invité à nos On auditeurs. commence direct. Alors Ouais. Boris il a une chaîne YouTube et qui s'appelle Cartoon Télé qui est un peu dur à trouver parce que tu as mis des zéros et des hauts dans le nom de la chaîne. Ouais, c'est juste une petite référence au monde d'où dans Adventure Time. Ah ok. Voilà. Donc le lien se trouve dans la Mais oui, du coup c'est chiant à trouver, ouais, je m'en suis rendu compte après. mais en tout cas elle est très bien, c'est une Mm. chaîne vraiment très cool, moi qui m'a permis de découvrir 2-3 petites... du coup, vu le nom Cartoon Télé, il parle de dessins animés et vraiment c'est vraiment de la super qualité. Je trouve vraiment que c'est une émission cool, donc allez Ouais, il y a jeter une un bonne coup d'œil. analyse, ça donne envie de voir des séries animées. En plus tu parles de séries qui sont pas si mainstream que ça. Enfin, moi je vois Mission Hill par exemple que j'avais jamais entendu Je connaissais pas du tout mais j'ai très envie et de voir. ouais, ça te donnait envie de le voir. Tu analyses bien et tu maîtrises bien ton sujet. Et vraiment. Et merci, que dire, merci beaucoup. Pas de rien, C'est si super tu veux rajouter d'autres choses sur ouais, ton si tu veux un travail. peu plus présenter ton travail. Ouais, du coup j'ai lancé tout ça il y a maintenant un an et demi, c'était à l'été 2016. Ouais, avec donc l'envie de parler de séries animées. Donc de séries animées occidentales, de cartoon. Je fais pas du tout d'animé japonais ou asiatique. Et voilà, ouais, donc je présente, ça peut être sur des séries récentes, ça va être plutôt des critiques, donc des critiques de saisons par exemple, de séries. Et après j'aime bien, voilà, comme vous disiez, faire redécouvrir un peu des vieilles séries ou des séries un peu méconnues qui méritent un peu aussi autant de louanges que certaines mainstream. Donc ça j'aime bien aussi. Puis ça m'a permis aussi J'aime beaucoup les séries animées, mais des fois je suis assez feignant globalement. Et en fait, en faisant cette chaîne, ça me motive à en regarder plein et à chercher plein de trucs, et découvrir de nouvelles choses. Voilà. Ouais. Et c'est la Oui, dernière tu veux dire vidéo, autre c'est chose. sur Big Mouth, donc un truc qui est sorti chez Netflix. Et j'ai jamais été Ouais. aussi d'accord avec quelqu'un par rapport à une série. Je trouve vraiment que Cool. tu as compris tout ce que. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai regardé la saison en entier. Moi j'ai abandonné rapidement. Alors Je- que vraiment elle est pas, enfin la série est pas géniale et je trouve que tu as vraiment bien analysé ce qui Tu encourages les gens à aller voir cette vidéo, Ouais. James. et Ouais, pour le coup, moi aussi, je me suis un peu forcé à regarder Big Mouth, mais c'est vrai qu'au final, je me disais qu'il y avait des choses à dire, quoi. J'avais pas beaucoup aimé, mais c'était pas juste genre j'ai pas aimé, j'avais pas aimé, mais en plus, je trouve qu'il y avait des choses à analyser dans cette série, ce qui n'allait pas. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, parce que des fois, c'est toujours un peu compliqué de faire des vidéos sur des choses qu'on n'aime pas, je trouve. Et là, je trouvais que c'était pertinent. ouais, en plus tu restes dans l'analyse, c'est pas gratuit. Je trouve ça Ouais. intelligemment fait et Merci. ça valait qu'on le souligne. Tout à fait, merci James, c'était bien fait. Juste avant de se lancer dans le sujet de cette semaine, alors je peux déjà lancer, donc même d'ailleurs vous avez dû le voir un peu, parce qu'on l'a déjà annoncé un peu avant. Oui, on reçoit quelqu'un qui parle de séries d'animation, donc on va Ouais. parler de couture, c'est ça? Voilà, exactement, on va parler de couture, l'émission là de M6, la Couseille, je sais pas comment le parler. Non, on va parler d'une série géniale que j'ai d'ailleurs découvert grâce à cette émission, parce que c'est James qui m'a forcé à regarder, parce qu'au début, Elle voulait pas. Hein. Ça Elle me tentait voulait pas vraiment trop. Elle a regardé le pilote et elle s'est dit Ouais. ah non c'est pas pour un moi. peu bizarre. C'est donc Rick et Morty, on va en parler dans quelques instants, mais juste quelques petits rappels pour vous, chers auditeurs. On a lancé un sondage donc fin décembre, il court encore. On vous a posé la question de savoir si vous vouliez qu'on garde le système de notation de séries. Donc là, pour l'instant, tant qu'on n'a pas arrêté le sondage, on va noter quand même la série du jour. Mais on verra avec vous si ça vous intéresse toujours ou pas. On l'avait déjà dit dans l'avant-dernière sur je sais plus quelle. Ah bah, enfin, la dernière c'est qu'on a- Buffy, ça a tellement fait exploser. Ouais, que le classement il veut plus rien dire parce qu'entre Daria, Buffy. Ouais, mais Buffy, on pouvait pas mettre moins, tu vois, c'est pour ça. Ouais, non, mais Mais tu bon, peux pas classer. Non, mais c'est surtout qu'on voulait quelque chose de représentatif. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, chers auditeurs, et d'ailleurs on vous en remercie,
vous êtes quand même de plus en plus nombreux à venir nous laisser des messages sur Twitter, surtout qui est très actif Twitter, à discuter avec nous, à commenter les séries et tout, ça c'est génial. Mais du coup on s'est dit est-ce que les notes sont vraiment nécessaires? Et je tenais à remercier aussi, le temps que je retrouve le commentaire, parce qu'on a eu un commentaire sur iTunes, et merci de nous laisser des commentaires sur iTunes, c'est comme ça qu'on... C'est notre 3e commentaire, c'est cool. Notre 3e commentaire, et c'est comme ça qu'on va se faire connaître, et que plus on aura de commentaires non, mais c'est surtout positifs sur iTunes, plus on sera référencé, donc... non mais c'est surtout que déjà les commentaires ça fait plaisir, et ça nous encourage à toujours essayer de faire mieux. Alors c'est Ananke, j'espère je dis bien son pseudo, qui nous a mis 5 étoiles, et qui a mis j'aime, un très bon podcast sur les séries. Donc voilà, merci beaucoup c'est gentil. à elle ou à lui, je ne sais pas, on dirait un pseudo un peu féminin, mais j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, merci, et n'hésitez pas à vous aussi à nous laisser un petit commentaire. Merci James de l'avoir rappelé, c'est vrai. Et juste aussi, dernière chose qu'on vous a demandé, c'est si vous, chers auditeurs, vous seriez intéressés par avoir une émission qui de temps en temps vous serait consacrée à vos choix, parce que vous êtes nombreux à nous proposer des séries que vous aimeriez qu'on parle dans l'émission, et on se dit tiens, je vais les rassembler dans un tableau, et plus la série sera demandée, plus elle sera en tête de mon classement, et du coup ces séries là seront traitées dans des émissions. Donc on a pensé à la dernière qui est rentrée, c'est Community, non? On nous a demandé un truc. Ouais, la dernière qu'on nous a proposée, c'est Community, donc une proposition de Community, attention. Alors ça, ce jour-là, il nous faut moins 4 en lien avec l'épisode de cette semaine en plus. Tout à fait, merci de l'avoir rappelé. D'ailleurs, puisque tu as la parole, tu vas la garder, parce que donc on va lancer le sujet Rick et Morty, et tu vas nous faire une petite présentation de la série, poser un peu le décor. Alors, Rick et Morty, c'est une série d'animation, comme on vous l'a dit, créée par Justin Roiland et Dan Harmon, qui est diffusée sur Adult Swim. Donc Adult Swim, c'est la tranche horaire adulte du soir de Cartoon Network. Vous pouvez retrouver notamment une série qui, moi, m'est très chère et que j'aime beaucoup, c'est Robot Chicken, qui est créée par Seth Green et je ne sais plus l'autre personne. On s'en fout, il y a Seth Green, il était dans Buffy, c'est très bien. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Robot Chicken, regardez Robot Chicken, notamment le film qu'ils ont fait, le téléfilm sur Star Wars, qui est vraiment très très cool. Mais il y en a plein qui sont tu connais Robot Chicken, Boris, un peu? Ouais, je connais un peu, ouais, c'est très cool. Très cool. Rien à rajouter. Mais par contre, ils avaient passé une version VF sur MCM la VF à l'époque. est pas fou. Et c'était pas terrible. Je trouve que ça sur perd MCM un peu. à l'époque. C'est ce que j'ai dit, James. Excuse-moi. Mais ça perdait un peu à la traduction. Ouais, comme toute série d'humour. Hein. Ouais, du coup, j'ai pas testé Rick et Morty en VF. Ah non, la VF de Rick et Morty. Et justement, par contre, VF, elle est diffusée sur France 4 et sur Netflix en France. Je sais plus combien de saisons ils sont passés sur France 4. Je crois qu'il y en a 2 qui sont passés, peut-être pas ouais, je pense qu'avec les 2 premières sur France 4. Parce que la 3e, ils l'ont mis il y a pas longtemps sur Netflix, donc je pense pour les droits. Ouais, il l'avait mis fin novembre, je crois, sur Netflix. Exactement. Et donc, début novembre plutôt. C'est depuis 2013 que la série existe. Elle est basée sur The Real Animated Adventure of Doc et Marty avec un H au milieu, qui est une courte parodie de Retour vers le futur que Justin Roiland avait fait pour Channel 101, qui est un festival de court-métrage qui a été fondé par Dan Harmon. Et en 2012, quand Harmon s'est fait virer comme un malpropre de sa série Community. Et donc il était le showrunner créateur de Community. Oui, effectivement, donc il s'est fait virer. Disons qu'il y a vu pour replanter le décor, parce que je pense que ça a de l'importance dans la série, il y a des petits pics des fois envoyés. C'est qu'en gros il avait un petit souci avec Chevy Chase, qui était un des acteurs de la série. Et alors apparemment ce sont des rumeurs, hein, c'est des recherches que j'ai faites, c'est des rumeurs, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Mais apparemment il y avait un problème entre ces 2 personnes, et Chevy Chase aurait réussi à faire virer donc Dan Harmon. Après Harmon il a l'air un peu spécial aussi. Ouais, mais Chevy Chase il a des forts antécédents dans sa carrière, donc... Il a un peu la grosse tête. On va repartir sur Rick et Morty. Mais ça ne nous regarde Alors pas. quand Harmon a été en 2012, il a été approché par Adult Swim, qui voulait qu'il crée une série pour eux. Et donc il a contacté Roland et il lui a demandé s'il avait des idées. Et du coup, c'est comme ça que The Real Animated Adventure of Doc et Marty est devenu Rick et Morty. Et est-ce que tu veux que je te place le pitch? Oui, James, vas-y. Pitch-nous, on sent que t'es lancé, vas-y. Alors, la série nous raconte les aventures de Rick Sanchez, qui est un génial inventeur, qui ressemble à un mélange de Doc Brown de Retour vers le futur et de Doctor Who, mais en alcoolique et complètement nihiliste. Et de son petit-fils qui s'appelle Morty, qui est un adolescent chétif, timide, qui manque beaucoup de confiance en lui, mais qui est rempli de bonnes intentions. Et Rick passe son temps à traîner Morty dans les endroits les plus dangereux de la galaxie et des univers, j'ai bien dit des univers. Et on ne sait pas trop pour quelle raison il le traîne partout, et ils vivent des aventures
trépidante et passionnante. Voilà. Je pense que c'est un bon résumé. Oui, je pense que c'est pas mal comme résumé, James. Tu plantes bien l'univers. Donc voilà, comme tu l'as dit, c'est un univers qui est complètement fou. On va dire c'est assez compliqué peut-être de rentrer dedans. C'est parfois un peu absurde, parfois psychédélique. Il y a un petit côté trash qui est rajouté par le personnage notamment de Rick. Notamment toutes les 2 phrases, il rote. Je ne vais pas le faire comme lui, mais et c'est vrai qu'il a toujours un petit filet de bave aussi qui lui coule de la bouche. Ouais. Et il boit beaucoup. Enfin, c'est vrai que quand on parle de l'univers, pour le définir, moi au départ j'ai vu ça un peu comme une parodie. Mais alors, le retour vers le futur, tu vois, je l'ai moins vu. Moi, c'est direct, je suis partie sur une parodie de Doctor Who. Ouais, il a un je sais pas si vous avez eu la même impression, Boris, si tu veux nous. Ouais, il y a de ça, c'est vrai, il y a de ça. Tout à fait, ouais. Mais oui, je pense quand même que c'est quand même le premier. Enfin, moi en tout cas, c'est le premier truc que j'ai ressenti en regardant que j'ai compris en regardant Rick et Morty. C'était je me suis dit, ah bah tiens, voilà une nouvelle série un peu trashos, quoi. Au début, je trouve que c'est vraiment le premier ressenti qu'on a, quoi. Avant le côté science-fiction, avant le côté réflexion, tout ça, je me suis dit, bon bah voilà, une autre série un peu trash rigolote, on va voir ce que ça donne, mais après, ça a changé, quoi. Le pilote est très très trash. Enfin, pour pas spoiler, le pilote, on s'en fout. Mais les premiers épisodes sont très trash. Genre, il demande à Morty de se mettre des trucs dans le cul dès le premier épisode. Ouais, voilà. Ouais. Après, ce côté-là, on le perd un peu au fur et à mesure des épisodes. Et j'avoue que c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à rentrer dans la série au début. Il m'a bien fallu une saison pour y arriver. Ouais. Parce que ce côté trash, séro toutes les 30 secondes du personnage, c'était un peu lourd. Mais c'est vrai que si on fait l'effort de rentrer dedans, très vite on va s'apercevoir que l'univers c'est bien plus que ça. C'est, comme tu as dit James, de la science-fiction, des mondes parallèles où vraiment on a plein d'aventures, on découvre plein de choses. Enfin, c'est super original. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas un truc comme ça. Ça me fait penser un peu à Slider. Ouais. Mais si on enlève le côté SF, moi, on compare à Retour vers le futur ou même Doctor Who, mais moi je trouve que la série qui lui ressemble le plus, je trouve, c'est BoJack Horseman, qui a ce côté très trash un peu sur les bords, mais qui au final est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus subtile qu'on pourrait le croire. Et je trouve que c'est 2 séries qui se ressemblent beaucoup. Je sais pas si tu connais BoJack Horseman. Alors, je n'ai malheureusement jamais regardé BoJack Horseman, c'est une de mes grosses lacunes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai toujours un peu envie de la voir, mais je me suis jamais encore mis. Je pense que du coup, comme j'avais loupé un peu les 2 premières saisons, j'ai du mal maintenant à me dire qu'il faut que je m'en tape 4, mais ça va arriver. Je pense que je vais regarder. Franchement, ça se mate vite. Je pense que ça me plaira. Je pense que ça va te plaire. Mais ça, c'est pareil, BoJack, au début, j'avais pas de regarder parce que des animaux qui se comportent comme des hommes, je trouvais ça creepy. Et la série. Moi aussi, ça me perturbe un peu. Ça. Voilà. Mais la série, elle est extrêmement bien écrite, on rentre bien dedans. Et comme tu dis, j'aime, c'est ce côté, on utilise l'humour, on utilise le trash et tout, mais pour raconter quelque chose d'intelligent. Et on a un peu la même chose avec l'univers de Rick et Morty. Voilà. Pour moi, de ce que je connais de BoJack Horseman, ça a l'air d'être un truc aussi un peu comme Rick et Morty, de vraiment un peu dépeindre les névroses humaines, quoi. Oui, exactement. J'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est 2 séries qui sont très 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 négatives. Enfin. Je pense que Nihilist est plus je pense que Rick et Morty est peut-être plus optimiste que les BoJack Horseman, qui est vraiment une série très très pessimiste. Et je pense que c'est ça ça traite ce que tu dis, les mots humains et les traits psychologiques humains. On voit tous les personnages sont torturés. On a la fille de Rick, justement, qui a des problèmes avec son mari, les 2 se cherchent, savent pas trop ce qu'ils veulent. Enfin, il y a tout ça qui court tout au long de la série. Pareil, Morty, c'est quelqu'un, comme tu dis, qui a pas confiance en lui, qui essaye de se trouver quelque part. Enfin, il y a plein de... Et puis Rick, il est complètement... Enfin, on s'en rend pas compte dès le départ, mais c'est un personnage qui est complètement... il est complètement torturé, il est au bord de la dépression et du suicide. Et puis en fait, ils utilisent la science-fiction pour raconter ça, quoi, genre pour un peu montrer la petitesse de l'existence humaine dans le cosmos, quoi, et les questions que ça engendre, quoi. Et ça, c'est vraiment aussi, c'est un truc, c'est souvent des sujets liés à la science-fiction, quoi, vraiment des réflexions philosophiques sur le sens de la vie, en fait. On pourrait dire ça, on pourrait résumer ça comme ça. Et c'est comme ça. En fait, je trouve, moi, dans Rick et Morty, vraiment, ils se servent de la science-fiction pour raconter un peu l'existence humaine, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et aussi avec le rapport avec Doctor Who, c'est que on a toujours cette action sans cesse, sans cesse. Et quand le perso s'arrête, c'est là qu'il commence un peu à pas être bien, à déprimer et Ouais. tout. Et je trouve que dans Doctor Who, surtout dans les dernières saisons, on avait souvent ce côté-là, le perso qui est tout le temps en train de courir, qui a toute allure. Ouais. Et dès qu'il arrête, bah ça y est, ça va pas. Il se fait rattraper par son. Oui, par sa son dépression passé, et par son par passé. plein de choses. Et puis on a aussi comme tu dis, cet existentialisme et autres. On le retrouve aussi dans Doctor Who avec des questions sur justement le droit ou pas de sauver une nation, enfin le droit de faire des expériences. Il y a plein de thématiques intéressantes aussi dans Doctor Who et la série le reprend plutôt bien. Il y a un autre trait, c'est par rapport à Community où les Harmon déjà jouaient avec la fiction. Mais alors ça, Et- on en parlera plus tard de Ok, tout ce qui est on scénaristique. Là, on est sur l'univers. Donc on essaie un peu de définir quel est l'univers de la série. Est-ce que c'est quelque chose qui va être seulement cartoonesque? Est-ce que c'est quelque chose qui va être science-fiction ou est-ce que c'est un gros mélange de tout en fait? C'est un gros gouloubi-moulga de pop culture et de plein de trucs. Enfin, je vais laisser Boris répondre. Oui, laisse un peu parler. Non, mais c'est vraiment je pense que c'est vraiment le gros point fort de la série en fait, justement. Elle est arrivée à avoir un équilibre assez parfait en fait, hein, entre un côté donc comme tu disais divertissant, cartoonesque, qui peut plaire assez rapidement en fait à tout le monde, et de l'autre côté avoir quand même un discours un peu plus recherché qu'un cartoon classique ou qu'un cartoon banal. Et en fait c'est toujours c'est surtout c'est ça qui m'a plu direct quoi, c'est cet équilibre quoi. Tu regardes un épisode de Rick et Morty, ça se regarde hyper facilement parce que c'est hyper divertissant, mais en même temps quand tu l'as fini il t'a laissé un peu une trace quoi. T'as un truc qui te traîne un peu, que tu comptes, où tu vas te mettre à réfléchir sur un sujet, sur quelque chose, et ça je trouve la série c'est vraiment son gros point fort quoi. Et est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous pensez que l'animation, le chara design, ça aide l'univers ou est-ce qu'au contraire ça peut être un frein pour rentrer dans cet univers? Je vais demander à Boris d'abord et après toi James. Elle me pointe du doigt. et Mais elle toi fait je te le vois demande tous de les Boris. jours Dans- James. Dans quel sens tu veux dire Bah en fait c'est des graphismes assez spéciaux et moi je prends Ouais. mon exemple à moi, c'est au début je m'attendais pas à avoir ce type de graphisme là avec le côté Ouais. trash, j'ai pensé direct à du South Park. Et Ouais. en même temps, au début, c'était aussi un peu un frein pour rentrer dedans, parce que je trouvais qu'il y avait un côté crade aussi dans les images. Ouais. Donc, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est un peu le genre de character design et d'esthétique qui me plaît pas mal, donc j'avoue que j'ai été tout de suite accroché. C'est à la fois, un peu crado, mais en même temps, l'animation est quand même assez chiadée, surtout de plus en plus. Là, dans la saison 3, j'ai trouvé que c'était quand même assez magnifique ce qu'ils arrivaient à faire avec leur animation. Et ouais, bon, après, peut-être que, c'est sûr, notamment le design des monstres ou des fois des autres civilisations sont vraiment genre hyper chelous quoi. C'est vraiment des monstres vraiment dans le sens littéral du terme quoi. Ils ont des corps ou des entités qui n'ont pas vraiment de sens quoi. Et c'est peut-être un peu spécial pour rentrer dedans. Après tu vois, je trouve qu'il y a plein de petites bonnes idées dans l'esthétique de ce cartoon. Moi j'aime, tu vois, c'est tout con, mais le truc de leur avoir fait des pupilles là, un peu bizarres qui ressemble un peu à un amalgame de petits points en fait. Je sais pas moi, je trouve ça perturbant, mais du coup je trouve ça vachement intriguant et assez cool quoi. C'est plein de petites idées comme ça qui sont disséminées je trouve, et qui fait que ça a vraiment esthétiquement ce cartoon a vraiment une identité assez forte quoi. Après c'est peut-être du coup ça entraîne la question de soit tu adhères et t'adores, soit tu t'es complètement rebuté quoi. James, ton avis? Alors moi je trouve vraiment que c'est un univers qui fourmille de créativité et d'inventivité. Vraiment le moindre, enfin quand tu les vois passer dans des univers différents, le moindre petit plan fourmille de petits trucs. Voilà, il y a des détails partout. Il y a des détails partout, il y a des monstres qui sont vraiment trop. Enfin, je pense qu'ils se donnent pas de limite au niveau de l'imagination, ils créent tout ce qu'ils veulent. Il y a un côté très, j'allais dire Cronenberg, mais tu vois le Ouais, côté c'est un vrai peu, que des fois il y a certaines histoires, je dirais oui. il Un y a côté un toute peu une référence à organique, Cronenberg, un mais il y a un peu, côté ouais. très, très organique, voilà, c'est ce que je voulais dire. Organique Ouais, et ça- mécanique, des fois un peu aussi, ça mélange. Ouais, ça déborde, ça dégouline de partout quoi. Mais en fait, ça enlève un peu les limites qu'on peut avoir dans des séries télé de science-fiction. Voilà, je reprends l'exemple de Doctor Who où des fois on a souvent des créatures un peu kitsch, et là on peut vraiment se permettre Ouais. tout. Ouais, mais c'est clairement ça, ouais. Là, ça justifie en fait complètement le fait que ça soit un dessin animé, quoi, par rapport à ça, quoi. Tu vois que les mecs, ils peuvent vraiment, ils se lâchent totalement, quoi, en fait, par rapport à leur imagination. C'est clair. Et encore une référence que tu m'avais citée, James, au niveau du générique
de la série. Tu Ouais. m'avais dit que le générique, vas-y répète les inspirations. Alors moi, du générique. c'est peut-être du bullshit, mais j'ai entendu dans une interview qui disait que c'était un mélange entre le générique de Doctor Who et celui de Farscape. Donc Farscape, qui est une série de SF un peu dans Australienne. un peu dans l'esprit pas Battlestar. Non, ça n'a SG1 rien à un peu, voir. non Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je suis très fan de Farscape. Elle est très très fan de Farscape. Non mais Farscape, ce qui est génial, et c'est là que je vois le parallèle avec Rick and Morty, c'est qu'on a une série de science-fiction qui est en même temps une série comique et en même temps une série un peu western, une série un peu film d'action. Ça mélange beaucoup de genres. Peut-être On a Firefly alors plus comme. Ouais, Comme- Firefly c'est encore autre chose, mais Farscape ça mélange beaucoup de genres. Il y a des références à la pop culture, il y a énormément de choses et je trouve que le ton de la série Farscape, ça me rappelle Rick et Morty en moins trashou. Et en plus dans Farscape, il y a plein de créatures à la. Également, ouais. Le mec qui a fait Dark Crystal. Oui, Jim Henson. Jim Henson, ouais. Mm. Il y a plein de Ouais, créatures des comme ça, marionnettes. des marionnettes et des trucs comme ça, qui font pas trop dans les séries live normalement. Et je trouve Je il y a trouve que le les lien maquillages et tout étaient plutôt pas mal pour l'époque quand même, Ouais, et pour le budget. effectivement, ouais. Pour une Mm. série australienne. On en parlera un jour, il y a plein de choses à dire Ouais, dessus. il faudrait que je la mate en entier parce que j'ai maté que la première saison. Mais Je connais pas, j'ai noté. Ah bah note. Il y a à peu près 4 saisons et un téléfilm en 2 parties. Ouais. mais pour les gens qui sont fans de Stargate SG1, les deux acteurs principaux se Ben retrouvent Browder et Claudia Black se sont retrouvés dans les dernières saisons. dans de- Stargate SG1 quand O'Neill est parti et Voilà. enfin, le premier cast de SG1 est parti. Il a été Non, il remplacé y a par que les. O'Neill qui est parti. Il y a que O'Neill qui est parti. Ouais. Ouais, bon, bah, il a été remplacé par ces deux personnages, enfin ces deux acteurs qui sont Ouais. vraiment très cool. Ouais. Et lui, on a pu le voir dernièrement dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Il fait un bonhomme tout doré à côté de la reine là, dans les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, c'est vrai. Voilà, vrai, bon, c'est bref, c'est parallèle. Et elle était dans une série alors que j'avais bien aimé, que je vous conseille. Il me semble que ça s'appelle Containment. C'était une série qui était passée sur la CW. vrai. Qui Peut-être était revenir faite- sur Rick and Morty. Oui, mais attends, vite fait, qui était. Parce que je vais en parler de cette série parce qu'elle a été annulée trop vite. C'est une série qui avait été faite par la showrunner de Vampire Diaries, mais Ah c'est- mon dieu. non, mais je vous jure, ça n'a rien à voir avec ça. C'est en gros, il y a une épidémie dans une ville, et du coup, on met des gens dans une zone de quarantaine. Et toute l'histoire de la série, c'est voir d'un côté les gens qui sont enfermés en zone de quarantaine, comment ils essaient de survivre, et de l'autre côté, l'armée et tout ça, comment ils agissent. Enfin, il y a plein d'histoires de conspiration. C'est une série que je vous conseille. Fin de la parenthèse. Donc, Rick et Morty. Ouais. Donc, Continuer sur ton plan peut-être. oui, je vais continuer. Bah, du coup. Maintenant qu'on a un peu dépeint l'univers, j'ai envie qu'on parle des personnages. Parce que tout ça, est-ce que ça rend nos personnages attachants et est-ce qu'on a envie de suivre leurs aventures? Alors James en premier. Moi j'ai vraiment accroché sur les personnages. Je trouve que la famille est vraiment super bien écrite et encore plus en saison 3. Je trouve que les personnages féminins notamment sont vraiment mieux mis en avant dans cette saison 3, notamment la sœur et la mère, bon, les deux personnages Les deux personnages féminins, merci. et je trouve que la famille est vraiment très intéressante, même le père qui est, pour décrire un peu les gens qui connaîtraient pas, donc vous avez Rick et Morty qu'on vous a déjà dépeint, mais il a une grande sœur qui s'appelle Summer. Summer, qui est Bon, qui est l'adolescente type. ouais, c'est l'adolescente ouais. type, puis après elle part un peu en couille. Bah, je trouve qu'elle ressemble un peu à son grand-père. moi. Ouais, elle a un petit côté. La fille et la petite fille ressemblent beaucoup au grand-père au final. Mm. Donc après, elle devient beaucoup plus badass et elle a plus d'aspiration à traîner avec son grand-père. La petite fille a un gros problème. La mère, tu veux dire. La mère, oui. La mère a un gros problème avec son père qui a dû l'abandonner à un moment. Et du coup, elle est tout le temps à la recherche de l'approbation de son père, au détriment de son mari qui lui Et c'est pareil, on voit qu'ils ont une relation spéciale avec le mari, parce qu'en gros, on comprend qu'ils se sont mis ensemble parce qu'elle est tombée enceinte au lycée. quoi. Ouais. Et elle est vétérinaire, enfin elle est chirurgien pour chevaux. C'est pas chirurgien cardiaque. Elle est chirurgien cardiaque pour Ouais. chevaux. Ce qui amène à des situations assez bizarres dans certains épisodes. Et le mari, à un moment, on voit qu'il bosse dans la pub, mais c'est un gros loser. C'est vraiment l'antithèse de Rick en fait. Et Ah ouais, bah oui, le personnage de Jerry, c'est carrément ouais, le larbin, quoi, le mec qui a vraiment aucune personnalité, qui se fait un peu humilier en permanence, quoi. Il a un personnage totalement triste, en fait. mais il est super attachant, il est vraiment Ouais, attachant. Il est complètement lâche au dernier degré. Ouais, voilà, ouais. Mais en fait, on peut dire qu'on a une famille un peu dysfonctionnelle, mais qui arrive à fonctionner. complètement. Comment tu vois les Oui, personnages toi, Boris c'est une famille qui part
Bah un peu, je dirais peut-être une famille un peu stéréotype, peut-être de notre époque, quoi. Une famille un peu qui part en lambeaux. Ouais, voilà, comme tu disais, ce père assez pathétique, assez lâche, une mère qui se rend compte qu'elle s'est un peu enfermée dans une vie par défaut, quoi, et qui se questionne un peu là-dessus. Et tout ça va être dynamité par l'arrivée en fait de Rick, quoi, qui lui n'a rien, enfin. Toutes ses réactions et son comportement n'a rien à voir avec la société américaine ou la société actuelle. C'est donc un espèce de génie scientifique qui peut se balader partout où il veut dans les univers. Et en fait, il va être un peu l'élément déclencheur qui va faire que les personnages, à partir de là, vont tous se remettre en question et vont avoir... et vont un peu essayer de réfléchir sur leur névrose et sur leur place dans leur famille et plus largement dans le monde, quoi. Et cette famille est très, très intéressante. Ouais. Ça change aussi de beaucoup de cartoons habituels. Il y a beaucoup d'évolution. Ouais, tout à fait. Vous allez y arriver. Mais est-ce qu'on peut dire que finalement cette famille c'est un peu le reflet d'un problème de notre génération actuelle, à savoir que avec tous les progrès de la science, toutes les technologies et tout ça, finalement on perd le sens de la communication propre entre les êtres humains, parce qu'on a l'impression de voir que cette famille n'arrive pas à communiquer entre eux et échanger leurs problèmes. James, tu veux réagir? En fait, ils ont tous un gros problème d'ego. Surtout Rick qui a un ego surdimensionné et qui en fait ils vivent que pour eux, complètement que pour eux. Ils doivent cohabiter avec les autres membres de la famille, mais ils sont tous vraiment dans leurs problèmes à eux. La mère encore pire que le reste. Il y a que Morty qui est peut-être un peu plus comment dire, ouvert et quoique au final lui aussi, hein, même quand enfin ils sont tous tarés. Ils sont très humains en fait. Ils sont très humains. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et est-ce que vous pensez que les personnages évoluent bien au fil des saisons, ou est-ce que c'est un peu pas super bien traité au niveau de la psychologie? Ça dépend des personnages. Je pense que Jerry et Morty évoluent très peu au final. Ouais. Quoique si Morty... Je suis pas d'accord. Ouais, sur Morty, je suis pas très d'accord. En fait, je pense avec les personnages dans Rick et Morty, moi je l'ai vraiment noté, je l'ai vu comme ça en tout cas, il y a vraiment un changement radical qui s'est opéré dans la manière de traiter les personnages avec la saison 3. Où justement pour moi la saison 3 c'est une saison vraiment qui va traiter des personnages vraiment clairement, quoi. On va les voir évoluer énormément dans cette saison, alors que je le dis un peu dans ma vidéo, mais les 2 premières saisons pour moi c'était vraiment des saisons un peu plus, donc je le dis un peu comme ça, je disais on avait des personnages un peu prétextes qui nous servaient en fait qui servaient les auteurs à avoir des réflexions beaucoup plus larges, donc vraiment sur le sens de la vie, sur le cosmos, sur l'existence, sur tout ce genre de choses. Et là, ces questions, je pense, elles sont un tout petit peu plus mises de côté dans la saison 3, et pour s'intéresser vraiment donc à ces personnages. Et par exemple, le personnage de Morty, qui, on va dire, je pense globalement, on peut être d'accord là-dessus, sur les 2 premières saisons, il se fait un peu tout le temps victimiser par son grand-père, il est tout le temps un peu... il est perdu, et son grand-père essaie un peu de l'initier à son nihilisme et à des choses comme ça, tout en l'humiliant aussi en permanence. Et dans la saison 3, en fait, il va commencer à un peu embrasser en fait le côté cynique de Rick, et à devenir un peu comme lui, voilà, un peu blasé, un peu cynique, comme je viens de le dire. Et après, il va y avoir, je veux pas spoiler, mais il y a un retournement quand même, un gros retournement psychologique des personnages en fin de saison 3. Et donc voilà, le traitement des personnages, je pense qu'il a vraiment évolué durant cette saison 3, où là, ils se sont vraiment mis à les écrire vraiment plus en détail, je trouve. C'est Summer qui est plus naïve, en fait, dans la saison 3. C'est Summer qui prend le rôle du naïf, qui découvre... Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un peu bizarre en fait. Elle fait une limite, elle rétrograde, j'ai l'impression, par rapport aux autres saisons où elle était. Là, elle redevient un peu elle revient un peu dans sa crise d'adolescence. Un peu, je trouve, je sais pas. Mais en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, et j'avais l'impression, comme la série, en fait, c'est une série qui teste beaucoup de choses en termes de fiction, en termes de thématiques. Enfin, on en parlera un peu plus en détail dans quelques instants. Mais je trouvais que effectivement, dans les 2 premières saisons, les persos, au final, on les connaissait pas. On était tout le temps dans un côté exposition et dans un côté outil. Et c'est vrai que dans la saison 3, j'ai appris à plus apprécier les personnages, que ce soit Rick. Au début, je le trouvais très antipathique. J'ai commencé à avoir, je sais pas, un sentiment amical, on va dire, à son égard. Je vois qu'il y a des choses cachées sur son histoire. Voilà, on le comprend un peu mieux. Pareil, Summer, j'aimais pas au début. Et là, le fait qu'elle s'implique un peu plus, qu'elle sorte un peu d'un rôle qu'elle avait
de base, d'un cliché de base de toutes les séries et tout ça. Ça apporte quelque chose et je trouve que ça permet de tester une nouvelle chose encore dans cette série. James? Mais j'ai entendu dire, après, ça se trouve c'est des conneries, hein, mais apparemment dans les 2 premières saisons, au niveau du pool de writers, enfin de scénaristes, il y avait que des mecs. Et à partir de la saison 3, parce qu'on leur avait dit oui, vos personnages féminins ils sont vraiment pas bien, ils sont pas bien mis en avant. Et du coup ils se sont dit on va essayer d'être un peu plus équilibré, un peu plus égal. Et du coup dans le pool de writers, il y a des femmes qui sont arrivées. Et je pense que ça a changé pas mal de trucs, notamment comme on voit Summer et putain mais les noms des personnages. La maman. Et la mère, je sais plus comment elle s'appelle. Beth, ouais, voilà. Et elles ont bien pris de l'importance et apparemment ça a fait râler pas mal de fans. C'est une vraie info que t'as. C'est pas, tu dis, je suis pas sûr, mais si c'est le cas. Il y a vraiment, ils ont vraiment intégré, fait 50-50 au niveau homme-femme dans le crew d'écriture dans la saison 3, ce qui n'était pas le cas avant. Et même ça répondait, je crois, plus à une polémique plus globale sur Adult Swim qui avait été épinglé pour justement ce problème-là du fait qu'il y avait quasiment aucune femme qui écrivait leur série. Et du coup, ils ont évolué là-dessus dans Rick et Morty. Et ouais, je trouve que ça a fait aussi vachement du bien. Et comme tu allais le dire, oui, je t'ai coupé avant, mais oui, il y a eu des polémiques insupportables là-dessus avec les fans puristes de Rick et Morty qui sont commencés à se dire que en intégrant des femmes ça allait être moins bien et tout. Enfin c'était assez triste. Ah ouais, il y a un truc qu'on peut dire donc, je veux pas me froisser aucun fan de Rick et Morty, mais Rick et Morty une série qui est très très bien, mais j'ai un peu plus de mal avec sa communauté de fans qui sur certains points est vraiment un cancer. Donc, cette polémique là est vraiment c'est vraiment très moyen. Le délire surtout dans une période assez difficile concernant le sexisme, c'est un peu ouais, voilà, tout le délire avec la sauce McDo, c'était débile au possible. Et essayons d'être un peu plus intelligents. Ils ont une base de fans un peu problématique et même ils ont été obligés de s'exprimer là-dessus, Justin Roiland et Dan Harmon, en se désolidarisant un peu de leur base de fans, ce qui est un peu spécial, quoi, mais ils ont été obligés, quoi, parce que il y a eu ces polémiques que tu disais là, c'était assez chaud, quoi. Et puis après il y avait aussi tout le délire ils se faisaient pas mal tacler sur les réseaux sociaux, les fans de Rick et Morty, qui mettaient un peu trop en scène leur intelligence supérieure en disant qu'ils comprenaient toutes les strates de lecture de Rick et Morty parce que c'était une série où apparemment il fallait avoir bac+8 pour la comprendre. Enfin, tout ce genre de choses, quoi. C'était assez chaud là durant la diffusion de cette saison. J'ai trouvé tout ce qui s'est passé autour de la communauté. Ouais, tu m'avais pas dit, James, aussi qu'il y avait genre les fans de la première heure qui étaient pas contents que des nouveaux fans se rajoutent. Ouais, je crois que depuis qu'elle est arrivée sur Netflix, il y a un nouveau public qui l'a découvert. Et les fans de la première heure qui suivaient sur Adult Swim se disaient, c'est ce que tu disais, se disaient vraiment, nous on comprend la série, vous la comprenez pas, vous êtes trop des... Alors que la série raconte tellement tout le contraire, quoi. C'est vraiment une série, je trouve, qui est vachement ouverte, quoi, sur ce qu'elle raconte. Il y a pas d'interprétation, il y a pas une interprétation à avoir de Rick et Morty, il y a pas une lecture précise à avoir, il y a autant de lectures qu'il y a de spectateurs, quoi. Et justement, la réduire à ça, je trouve ça dommage. Ouais, mais justement, on va parler un peu plus des thématiques, excuse-moi. Ouais, tu disais qu'il y a tellement de choses dans cette série. Et c'est vrai que si on regarde en premier, moi ce que j'ai vu en premier c'était un côté parodique, on en a parlé rapidement des séries de science-fiction et autres, et je trouve aussi qu'il y avait une critique de la télé en elle-même. On a souvent des épisodes par exemple où on voit la télé des autres univers avec des émissions les plus débiles les unes des autres, et je trouvais que c'était plutôt intelligent de montrer un peu ouais, on a un public qui est... Je vais te donner la parole, James, je t'ai vu. On a un public, je prends le cas aux États-Unis, mais ça arrive en France, qui sont à fond sur les téléréalités, sur plein de conneries et tout, alors que c'est très très con, que c'est très éloigné de ce que justement est la réalité. Et on a toute cette série qui remet ça en cause et qui propose elle-même des aventures, des histoires plus débiles les unes que les autres. Enfin, c'est assez... Je trouve ça assez pertinent et rigolo. James, tu veux dire quelque chose que je vois. Moi, je pense que ça vient totalement de Dan Harmon qui faisait totalement ça dans Community. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la fiction, qui aime beaucoup écrire sur la fiction, et il y a beaucoup d'épisodes qui sont en référence un peu à ce qu'il a fait et référence à Community, ce qui lui est arrivé. On voit les persos de Community apparaître à des moments, on voit des petites piques sur genre sur les séries télé. Il y a un épisode carrément sur les séries télé avec les personnages
qui apparaissent comme ça d'un coup dans Il les est séries super qu'on bien rajoute cet épisode. pour faire monter de l'audience ou autre, et qui s'en moquent. Il y a et plusieurs ça, c'est épisodes bien. où, en fait, sur le contexte, il y a Rick qui branche la télé d'où ils sont au câble des univers. Ouais, Parce ce que qu'on l'a je pas dit, disais mais tout à l'heure. dans Rick et Morty, il y a une multitude infinie d'univers. Oui, bah, on parlait de Slider tout à l'heure. Ouais, bah, voilà, c'est le même délire. Et en fait, là, ils peuvent zapper sur les télés de tous les univers. Et on pourrait croire que c'est un truc random juste pour faire des gags un peu débiles. Ça l'est un peu parce qu'il y a certains gags qui sont un peu cons Ouais, et qui sont juste là pour être marrants. Mais il y a vraiment une réflexion sur ce qu'est la critique. télé, une critique de la télé. Qui est vraiment très intelligente et c'est du Dan Harmon, enfin c'est ce qu'était Community avec le côté moi c'est ce que j'aimais, le côté très très méta de Community où ils se foutaient de la gueule de la fiction, ils arrivaient à faire de la parodie, ils parodiaient des parodies de parodies et c'était très intelligent et très cool et il reprend ça encore plus intelligemment je trouve dans Rick et Morty. c'est ça, oui. Ouais, Toi, tout à comment fait, tu le vois, vas-y. Ouais, non, c'est exactement ça. Ouais. Il y a même, je dirais, c'est une espèce de Rick et Morty, c'est aussi une mise en abîme et une réflexion sur tout ce que doit être un peu le divertissement, quoi. Ce que doit être une série divertissante, ce que doit être un cartoon. Et ça, ouais, on le retrouve tout le temps. Ouais, c'est une série méta complètement. Il y a plein d'interprétations à avoir et de lectures comme ça sur elle-même. Même la saison 3 d'ailleurs est encore plus sur ce côté-là. Genre, elle réfléchit on voit qu'elle réfléchit beaucoup sur elle-même en fait, sur elle-même dans le sens sur son statut de série et sur ce qu'une série doit être en tant que comment elle évolue, comment elle fait évoluer ses personnages, ses histoires. Et d'ailleurs à la fin de la saison 3, il y a un peu un gros fuck à tout ça, quoi. Il y a un énorme cliffhanger, enfin un gros cliffhanger à la fin de la saison par rapport aux personnalités des personnages qui est un peu genre qui est assez intéressant, je trouve, pour montrer tout ça, quoi. J'ai bien aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé la fin de la saison de Rick et Morty. Moi j'ai bien aimé aussi. Ouais, je trouvais que l'épisode fait pas très fin de saison en fait. Enfin... Non, ouais, là-dessus clairement il fait pas fin de saison. Il a pas le côté genre épique d'un épisode de fin de saison. Mais par rapport au personnage de Rick, je vais revenir un peu sur le personnage de Rick 2 secondes là, mais Oui, vas-y. en gros pendant toute la saison, il est vraiment mis sur un peu un piédestal et moi je trouve que 3/4 de la saison est vraiment tourné sur son personnage, sur ce qu'il est, c'est-à-dire un espèce de demi-dieu nihiliste qui fait ce qu'il veut, qui se croit meilleur que tout le monde et donc qui essaye aussi d'influencer ses proches et sa famille pour qu'ils pensent comme lui. Et le dernier épisode de la saison renverse totalement ça, quoi, parce que ça remet énormément en question le personnage de Rick et qui à la fin était un peu en conflit avec sa fille et il essayait un peu il essayait de lui faire embrasser son côté fataliste et ce qu'elle ne va pas vraiment faire et lui ça va le laisser juste sur le cul. Et ça j'ai trouvé que c'était assez bien vu parce que justement aussi je pense que tous ces fans un peu spéciaux de Rick et Morty, je pense qu'en fait il y a un truc un peu comme avec Cartman dans South Park où il y a des gens qui vont genre s'identifier à lui, quoi, de manière irraisonnée, quoi. Genre je pense que c'est peut-être plus un truc d'adolescent ou de jeune, mais genre tu vois, je pense que s'il y a des fans insupportables de Rick et Morty, c'est parce que ils s'identifient genre totalement à Rick et à ce côté genre nihiliste, la vie c'est de la merde mais en même temps je suis meilleur que tout le monde parce que je sais que la vie c'est de la merde, machin, et je pense que c'est un peu pour ça que ça a créé des gens comme ça, mais du coup je pense que ça a dû les faire énormément chier. Je pense que c'est pour ça que la fin de la saison n'a pas plu, parce que là, à la fin de la saison, le personnage d'Eric est vraiment remis à sa place, je trouve. Mais je trouve que c'est toute la saison 3 comme ça. On a 2 saisons où le perso, voilà, il monte crescendo. On dit bon bah ok, c'est un rebelle, il fait des trucs de ouf, mais il est cool, il fait ci, il fait ça. Enfin, on va dire de l'empathie, enfin pas de l'empathie, mais on kiffe, quoi. C'est genre les mauvais garçons, on aime ça. Et dans la saison 3, on a un perso qui va avoir souvent ses décisions et autres remises en question par son petit-fils. Et je pense que quelque part ça l'atteint, parce qu'on le voit, il y a plusieurs exemples dans la série. On voit que finalement le regard et l'amour de sa famille, c'est important pour lui, même s'il essaye de le cacher. Et finalement, je trouve que ça apporte une réflexion intéressante, à savoir qu'il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'il y a des conséquences, et que ces conséquences-là, ça va être pas sur des personnes qu'on connaît pas, mais sur les personnes qui nous entourent, sur notre famille, et ça peut faire mal. Il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est jamais innocent.
moi je le trouve plus si cool que ça en fait Rick dans la saison 3 et c'était un des aspects moi qui commençait à me déranger quoi. Je trouvais qu'il était trop mis en avant et qu'il mettait trop en scène son nihilisme comme je le disais, et c'était quelque chose qui m'énervait un peu, mais du coup qui est allé dans mon sens en fait en fin de saison, mais c'est vrai que ça avait été quelque chose que je trouvais un peu bizarre, mais bon. Ouais. Mais il y a un épisode qui est l'épisode espèce de pour les gens sans trop spoiler, mais l'épisode un peu Avengers où ils se retrouvent dans un groupe avec Justice League, je dirais plus. Espèce de Justice League. Je trouve qu'il est les Vindicators. Ouais, voilà. Il est montré comme un véritable dieu parce qu'il est capable de te faire tout. Et au final, à la fin de l'épisode, on se rend compte que bah non, c'est un personnage qui est triste et qui est vraiment on sent vraiment le mec dépressif et qui se sent seul quoi. Et qui est pas bien. Il n'arrive pas à montrer le traumatisme qu'il a vécu parce qu'on sent qu'il a vécu quelque chose, et donc au lieu de dire voilà là ça va pas, aidez-moi, faites ça, et ben non, il va être dans le contraire, il va être comme les petits garçons à la récré qui embêtent les filles qu'ils aiment bien, et ben lui c'est pareil, il va embêter les gens qu'il aime bien au lieu de leur dire franchement ce qu'il a sur le cœur. Et c'est vrai que moi au bout d'un moment ça me gênait un peu, et c'est vrai que la saison 3 comme tu dis c'est bien, ça le rend plus humain en fait, et finalement ça fait qu'on s'attache à nouveau au personnage. Et du coup ça va nous permettre de parler un peu de ces thématiques où voilà, on a des réflexions sur le temps qui passe, des regrets, on a des choses assez tristes et négatives dans la série, et au final c'est vrai que moi ça m'a fait m'interroger des fois sur des choses. On voit les persos souvent qui se disent ah mais si j'avais pris telle décision, est-ce que ça aurait changé, est-ce que j'aurais été pareil, est-ce que ma vie aurait été mieux. On a souvent ces thématiques-là qui reviennent dans les séries et qui est causé justement du fait que les personnages aient accès à tous ces univers parallèles. Alors, mais il y a la réponse directement à ce questionnement, puisqu'il y a tout un épisode justement encore dans le délire avec les télés de tous les univers, où ils ont la réponse directement de qu'est-ce qu'ils auraient été s'ils avaient été différents, et ils se rendent compte que finalement ils auraient été tout aussi malheureux et tout aussi... leur vie est vouée à être... Enfin, il y a tout un délire dans Rick et Morty où la vie n'a pas de sens. Et je pense que ça résume bien la série. Pour eux, la vie n'a pas de sens, rien n'a de sens, et de toute façon, il faut juste vivre comme on peut, quoi. Ouais. Enfin, du moins pour Rick, la vie n'a pas de sens, et il essaye de prouver à tout le monde ça. C'est ça aussi un des enjeux de Rick et Morty en fait. Lui, il a cette philosophie-là, donc nihiliste. Il y a plein de vidéos ou même d'articles qui ont fait des analyses vraiment purement philosophiques de Rick et Morty, que c'est assez intéressant. Des fois, ça part un peu loin, mais je trouve ça toujours intéressant, ce genre de truc. Et ouais, du coup, ils montrent que c'est une série vraiment philosophique, et que là-dedans, c'est Rick, c'est vraiment le personnage de Rick qui lui a une philosophie marquée vraiment là-dessus, quoi. Et c'est vrai que Rick et Morty, c'est une série que je trouve assez déprimante, quoi, qui m'a mis des fois dans des états un peu pas très cool. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser cette question-là, parce que c'est une question que je me suis posée. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on a vraiment le libre arbitre, comme on dit en philosophie? Parce que quand on voit tous les univers et tout, on se retrouve avec des persos qui sont toujours pareils. C'est-à-dire, la personne est toujours mariée au même, il y a toujours les gosses, et toujours si. Et non, finalement... Oui, voilà, c'est vrai qu'il faut le dire, ça aussi, c'est que on a dit tout à l'heure, il y a une infinité d'univers et de personnages, mais il y a aussi une infinité de Rick, une infinité de Morty, une infinité de Summer et tout, et ça c'est vrai qu'ils l'apprennent assez vite, et c'est un des premiers chocs, quoi, pour les personnages pour la famille en fait Sanchez. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est finalement, est-ce qu'on est libre de choisir vraiment qui on veut être, ce qu'on veut faire, ou est-ce que quelque part, malgré tous les univers, on est obligé en gros de succomber à un destin particulier, comme par exemple de Morty, qui dans chaque univers est avec son grand-père. Est-ce qu'il en a vraiment envie? Est-ce que, voilà, bon après, on sait qu'il y a une raison à ça, mais est-ce que quelque part, ces persos sont libres? Rick, lui, il essaye d'avoir cette liberté-là, donc en acceptant le fatalisme de son existence et le fait que, de toute façon, on n'est rien dans le cosmos, on va tous mourir, etc., etc. Et bon, ça, c'est son point de vue, du coup, c'est le point de vue un peu cool, quoi. Un peu, justement, lui, il peut se permettre ça parce que c'est un scientifique génial qui peut traverser les univers quand il le souhaite, comme il le souhaite. Et après, il y a une autre réponse qui va être apportée, donc, avec le choix que va faire sa fille à la fin de la saison 3, qui, du coup, je sais pas si je peux en parler, en fait. Je crois que c'est peut-être quand même du gros spoiler, en fait, je me rends pas compte. Spoiler, mais bon, on essaie de spoiler pas trop, en fait. Elle va faire
elle va faire en fait le même choix que lui, mais d'une manière totalement différente, quoi. Et c'est assez intéressant, je trouve, à ce niveau-là. Et qui justement, ça nous montre qu'il y a, il y a peut-être toute une infinité aussi de liberté à interpréter. Ouais. Ça c'est intéressant. Puis il y a aussi une quête d'identité. Je trouve qu'il y a plein de fois, on a des personnages qui vont se trouver dans des situations de se demander qui ils sont par rapport aux autres, par rapport à eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est une question qui est assez intéressante par rapport à ce qu'on vit dans notre société actuelle, où bien souvent on a du mal à se construire, à se trouver son identité. Mais en plus, il y a tout un délire. Enfin, après, faut pas rentrer dans les théories et tout ça, mais on n'est même pas sûr dans la série de suivre le même Rick et Morty depuis le début. Oui. Puisque comme il y a une infinité de Rick et Morty, il y a un moment particulier où. Ah oui, avec quand ils vont quand ils amènent Jerry à la garderie là, je sais pas quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est ça dont tu parles. Ouais. Où ils échangent des tickets. Et en fait, on est plus sûr de suivre les mêmes depuis le début. En fait. Mais c'est vrai que ça serait, enfin, je pense que ça peut être je suis pas trop moi non plus les théories, mais c'est vrai que ça pourrait être un truc viable et qui m'étonnerait même pas trop, quoi. Et ça serait aussi, ça serait marrant, quoi, d'avoir fait ça, j'avoue. Ouais, mais c'est ça, c'est complètement. Enfin, cette série est complètement folle. Et justement, bah tiens, on va rentrer dans. Parce que là, je pense que ça va être le gros du truc. C'est vraiment tout le travail sur la fiction. On en parlait un peu tout à l'heure. Cette série, c'est une base d'études pour n'importe quel auteur. C'est vraiment un travail sur la fiction. On l'apprend, on la tortille dans tous les sens. On teste plein de choses. C'est un laboratoire. Est-ce que vous avez cette impression de laboratoire? Ouais, complètement. Scénaristiquement parlant, Rick et Morty, c'est quelque chose, quoi. Ils vont à chaque fois, ils vont quand même assez loin, et que ce soit les mises en abîme ou quoi, c'est dense, quoi. Je trouve ça vraiment dense, peut-être surtout. Je trouve que ça s'est vraiment ressenti dans la saison 2, moi, dans mon souvenir, où je me disais, waouh, les scénarios, là, c'est quelque chose, quoi. Ça te retourne la tête, en fait, quand tu regardes, tout en étant quand même, genre, hyper cohérent, quoi. Enfin, c'est à la fois foisonnant et fou, mais quand même, genre, bien écrit, quoi. C'est pas un truc, parce qu'il peut y avoir des œuvres qui font ça, quoi, qui partent en couille totalement, et ça va dans tous les sens, et c'est juste du non-sens. Alors que là, Rick et Morty, il y a à la fois beaucoup de non-sens et de trucs débridés, délirants, mais en même temps, c'est toujours hyper cohérent, et ça retombe toujours sur ses pieds, en fait, et ça c'est impressionnant, je trouve. James, bah le fait qu'ils sont dans des infinités d'univers, je pense que ça leur a vraiment donné le choix, et enfin même pas le choix du coup, puisque ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. D'un épisode à l'autre, ça peut partir en mode un truc avec de la fantasy. Je me rappelle un moment où ils vont chez des ogres et tout. C'est vraiment dans un univers de fantasy. L'épisode d'après, ça va être dans l'espace avec des aliens et avec du. Ils peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent, et ils se gênent pas à faire tout ce qu'ils veulent. Et au final, quand on regarde bien, ils arrivent avec une infinité d'histoires complètement différentes à souvent traiter toujours un peu pas la même chose, mais la psychologie humaine, parce que la plupart des trucs sont des métaphores pour le couple, la vie. Tout à fait. Arrête de... Oui, non, mais c'est vrai. Puis c'est vraiment genre, on montre en fait l'auteur comme un dieu sur l'univers qu'il crée, à savoir, voilà, j'ai des cartes en main, j'ai personnage Rick, Morty, machin, nanana. Qu'est-ce que je vais en faire? Ah bah tiens, aujourd'hui, je vais leur faire ça. Là. Et ça montre qu'avec des données de base, on peut faire beaucoup de choses avec la fiction. Et ça montre la force de la fiction. Ouais. C'est super fort. Il y a un épisode d'ailleurs qui est assez génial là-dessus, là où... qui s'appelle alors attendez, The Ricks Must Be Crazy, où c'est dans la saison 2, où c'est ce fameux épisode où Rick, je sais pas si vous vous en souvenez, où Rick et Morty vont rentrer dans la batterie de la voiture de Ah Rick. Oui, il est trop bien cet épisode. Oui, je me rappelle. Avec, il y a un côté Inception, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Bah en fait, oui, en gros, la voiture de Rick est en panne, et du coup, il regarde ce qui se passe, et en fait, Rick va amener littéralement Morty dans la batterie. Et en fait, dans la batterie, on va se rendre compte que Rick a bâti un univers de toutes pièces avec des gens qui lui servent, dont l'existence leur sert à fournir l'énergie pour sa batterie, quoi. Et en fait, et après, on va se rendre compte qu'il y a aussi d'autres univers dans l'univers, et c'est un truc assez incroyable. Bah, ça rappelle un épisode je crois que c'est dans la saison 1, où en fait ils rentrent dans l'esprit du prof de Morty, oui. Et en fait ils font une espèce de truc d'Inception, genre ils rentrent dans un rêve, dans un autre rêve, et en fait ils prennent carrément le scénario du film Inception, et ils le détournent, ils déplient un peu de ça pour dire voilà comment ça marche et tout, et ils arrivent à apporter encore des couches supplémentaires. Il est vraiment très très intéressant cet épisode. C'est là que j'ai commencé à me dire ok, cette série elle est
c'est plus que juste un mec qui rôde, quoi. C'est vraiment. Ils arrivent à prendre le concept d'Inception qui est déjà ouf de base pour en faire un truc encore plus ouf. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à le rendre encore plus intéressant. Et encore plus, c'est ça, mais ils reprennent souvent des points, des indices de pop culture et ils vont plus loin. Quand on voit ce qu'ils font de Doctor Who, ils vont plus loin. C'est-à-dire que le Rick, ça serait vraiment Doctor Who qui aurait pété un câble et qui serait pris pour un dieu. Comme par exemple, je fais le rapprochement avec un épisode de Doctor Who, je crois que c'était un épisode spécial avec David Tennant qui se passait sur Mars, où en gros il voulait absolument sauver une personne d'une mission sur Mars parce que cette personne avait marqué l'histoire, c'était quelqu'un d'important et il pensait que c'était ce qu'il devait faire. Et finalement à la fin on a ce personnage qui est sauvé, qui l'engueule et qui lui dit mais pour qui vous prenez-vous ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Vous n'avez pas à décider si je dois vivre ou mourir. Et je trouve qu'on retrouve ces notions-là un peu, même beaucoup dans Rick et Morty. Il y a un truc qui est marrant, c'est ils prennent le concept de Freddy, donc Freddy Nightmare on Elm Street. Ah, c'est dans l'épisode des rêves. C'est dans l'épisode des rêves, justement. Ouais. Où, donc pour les gens qui ne savent pas, c'est un monstre en fait qui interagit dans les rêves des gens. Et ils arrivent à en faire un truc complètement con. Mais il crée carrément tout un univers de Freddy en gros. Oui, voilà. Freddy avec sa Freddy, famille. il a une famille, il va à l'école et c'est super intéressant. C'est vraiment marrant quoi. Ils arrivent à prendre des concepts et à les retourner pour en faire ce qu'ils veulent et c'est vraiment. Et en même temps, les références sont jamais envahissantes quoi. C'est ça qui est cool aussi quoi. Elles sont là, elles sont cool, mais c'est jamais genre des références pour se la raconter ou pour montrer qu'elles sont pertinentes quoi. S'ils les utilisent, c'est parce qu'elles vont avoir une utilité dans le scénario, dans l'écriture, et ça, je trouve ça toujours cool de faire de marcher comme ça. Bah, c'est comme dans les bons épisodes de Community où si t'as pas la référence, tu vas rigoler quand même parce que le truc est drôle, même si tu n'as pas le truc est drôle et intéressant même sans connaître d'où ça sort. Parce que y a rien de pire que les références qui excluent en fait une partie de l'audience quoi. Ça, c'est pas faire des bonnes références quoi, ou alors les références qui sont placées là juste pour mettre une référence pour faire style mais qui ne servent à rien. Big Bang Theory. Discretos. Non mais c'est vrai, et puis aussi ce qui est intéressant d'en parler tout à l'heure, et c'est quelque chose que j'ai aimé, c'est le fait que la série n'hésite pas justement à briser les codes des sitcoms, les codes des séries, avec, on en parlait tout à l'heure, le personnage qui apparaît comme ça dans une série, ça arrive souvent, on a des fois des personnages qui disparaissent du jour au lendemain aussi dans des séries, il y a plein de voilà, les épisodes finaux, ils prennent vraiment plein de codes et ils en font autre chose, ils arrivent à montrer qu'on peut prendre quelque chose qui est connu du public, qui est quelque chose que on va dire qu'on s'attend à voir dans ce type de série-là, et arriver à en faire tout autre chose et raconter autre chose de parfois sombre qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une sitcom. Bah encore une fois, Harmon il a montré déjà dans Community que c'était quelqu'un qui connaissait la télé, qui avait un amour de la télé et de la fiction, et qui savait rigoler avec, qui savait faire et il fait exactement la même chose dans Rick and Morty. Et si vous ne l'aurez pas compris, regardez Community parce que Community c'est génial. Mais justement, j'ai envie de poser la question, est-ce que vous pensez qu'il arrive à aller plus loin que Community avec cette série, à aller plus loin dans ce qu'il voulait faire? Boris, vas-y. Un peu les invités, James. Oui, moi je connais très mal Community, donc je pense que je vais vous laisser la parole là-dessus. Bon, alors, tu as de la chance, le fait qu'il soit en animation, et il a beaucoup plus de, du coup il a pas de budget, il a un budget mais il a pas les limitations de budget, les limitations d'un acteur ou il peut faire tout ce qu'il veut avec, donc forcément il va un peu plus loin dans Community. Je pense que dans Rick et Morty, excuse-moi, je trouve que Rick et Morty est peut-être plus abouti que les Community, parce que Community c'était plus compliqué, qu'il a eu ses problèmes avec Chevy Chase, qu'il a eu ses problèmes parce que la série elle est géniale, c'est une de mes séries préférées, mais il y a des, genre moi j'ai pas vu la dernière saison parce que j'avais pas envie de la voir. Mais il était revenu je crois sur la dernière saison. Sur la dernière il est revenu. Mais moi je l'ai bien aimé là. Non mais il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres, qui sont moins, il y a certains arcs qui sont un peu. Donc du coup tu penses que l'animation quelque part permet plus de choses. L'animation permet plus de choses. Et puis ils ont pas l'air d'avoir de contraintes contractuelles ou quoi avec Rick et Morty, parce que je veux dire ils se permettent de sortir une saison tous les 2 ans. Ils ont l'air de vraiment prendre leur temps quoi, et de vraiment je pense qu'ils doivent les réfléchir à fond en fait les épisodes et les saisons. Ils doivent pas laisser grand chose au hasard des contrats télévisuels ou quoi, ou d'avoir une pression quelconque. Donc je pense que ça joue aussi vachement dans le fait de pouvoir dire vraiment ce qu'ils veulent et d'aller au fond de leur idée quoi.
j'ai James, juste- attends, peut-être- juste James, je pose juste une question. Community, c'était sur une grosse chaîne, genre je crois NBC ou Ouais, CBS. bah là c'est Cartoon NBC. Network. Et là, c'est Cartoon Network. Est-ce que justement le fait qu'on ait beaucoup de créatifs qui fuient sur des séries moins importantes, est-ce que c'est pas le syndrome que ces chaînes-là font de la censure? Oui, Moi James. je voulais poser une question à Boris, il est peut-être plus... D'accord. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Je me disais là, on est sur Cartoon Network. Je connais finalement peu de séries d'animation de Cartoon Network, peut-être vite fait Adventure Time mais j'ai l'impression que c'est un vrai, un vrai foyer pour les séries intelligentes et qui vont plus loin que Steven Universe, c'est sur Cartoon Network aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, Steven Universe, je trouve ça vraiment très très cool. Bah, il y avait il y a eu quand même un gros renouveau un peu de l'animation sur Cartoon Network là depuis 5-10 ans presque même. Il y a eu aussi Gravity Falls qui est une série vraiment C'était sur Disney, Gravity Falls. Ah ouais, c'est vrai, Ouais. putain, c'est vrai. Ouais, sur Disney XD. Pourtant elle fait vachement Mais Cartoon c'est pas Network, toi je qui trouve. m'avais dit qu'il y avait Mais- un lien entre. Et il y a, oui, c'est ça, on l'a pas ça dit, mais il y a serait un marrant de lien le entre dire, ouais. Gravity Falls et Rick et Morty, qui sont dans pas le même univers, mais Oui. les univers de Gravity Falls et de Rick et Morty. sont connectés parce qu'à un moment, C'est en vrai, fait, ouais. dans un épisode sans spoiler Gravity Falls, mais il y a un espèce de portail à un moment où il y a des Ouais, objets c'est qui vrai, ouais. sortent. Et je crois que c'est dans le pilote. Hein. Dans le pilote, les objets, il y a Rick qui ouvre un portail et Ouais. les mêmes objets vont sortir du portail. Mais apparemment, Justin Roland Et il fait des voix aussi, il fait des voix dans Gravity Falls. Ouais, Ouais. Justin, Mince, il du fait coup, ils sont potes quoi. Justin Roland et je sais plus qui est, Alex Hirsch, je crois, Ouais. sont très très potes. Donc, Mais oui, donc pour revenir à ta question, il y a quand même une grosse hausse qualitative en termes de séries avec Cartoon Network. Bah, surtout, ça a été un peu le fer de lance Adventure Time, quoi, qui au fond est un peu aussi comme Rick et Morty, quoi. Bon, elle est quand même beaucoup plus accessible aux enfants, mais en même temps, elle propose aussi des réflexions assez incroyables et des épisodes assez fous il y a des saisons et des épisodes d'Adventure Time qui sont d'une noirceur et d'une profondeur assez incroyable et qui même des fois moi me font la réflexion de me dire mais si des gamins tombent là-dessus ils doivent être dépressifs après un épisode pareil mais ouais je pense qu'il y a les auteurs /plus ou je sais pas ouais il y a l'air d'avoir ils ont plus de liberté il y a vraiment une vague créative assez cool. mais du coup, il n'y a pas que Adventure Time, non, il y a aussi Gumball qui est sur Cartoon Network. Gumball pas mal, aussi, ouais, c'est vrai, ouais. Gumball, c'est cool, ouais. C'est vrai. Il y avait quoi d'autre? Le truc dont il avait parlé la dernière fois, Boris. Non, pas Boris, Yuri. Putain, merde, comment ça s'appelle? Un truc qui est fini il y a pas longtemps là. Avec Normal Show ou un truc comme ça. Regular Show, ouais. Qui apparemment Ça, c'était vraiment très cool. Ça c'était marrant, ouais. J'avais regardé les 2-3 premières saisons, c'était cool. C'était toujours les épisodes sont toujours fonctionnent toujours pareil. Genre c'est des épisodes normaux avec des personnages délirants et à un moment genre au bout de la moitié il y a ça part en trip psychédélique incroyable. C'est assez cool Regular Show. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'on va pas avoir de plus en plus de séries animées et peut-être moins de séries classiques? Parce que je vois, comme je disais tout à l'heure par rapport à ma question précédente, je vois beaucoup de créatifs qui fuient soit sur des petites chaînes, soit vers le monde de l'animation, et c'est pour ça. À part Dan Harmon, t'as qui en tête au niveau séries animées, ouais. Là, pas trop, mais je parle au niveau des créatifs qui fuient sur d'autres chaînes, qui ont fui des brassées. On avait parlé de Shonda Rhimes qui va aller sur Netflix, par exemple. Mais du coup, moi, c'est les gros networks. Les gens, ils en ont marre des. Et j'ai l'impression que les petits networks sont plus, comment dire, plus entreprenants que les gros networks. On peut faire un lien avec un autre média. Je disais oui, on va faire un lien avec un autre média. Du coup, les comics. Écoutez, Comics Discovery tous les lundis à 18h. On voit les Big Two, donc qui est DC et Marvel, qui sont les deux gros éditeurs pour les gens qui ne connaissent pas le comics, qui perdent de plus en plus de scénaristes. Il y a beaucoup de scénaristes qui fuient pour aller chez l'indé, chez Image ou chez d'autres petits éditeurs où là la création est complètement libre et ce qu'ils créent va leur appartenir. Et j'ai l'impression qu'il y a la même chose chez les créatifs de séries télé qui vont fuir vers les chaînes du câble ou vers les chaînes de l'animation, du Shonda Rhimes qui part sur Netflix, qui là où ils ont un vrai budget, ils ont plus de liberté créative, ils n'ont pas de contraintes dues à la production et ça doit être plus je pense que c'est plus
Mais du coup, est-ce qu'on peut dire, James, pour te reprendre directement, Ouais. que finalement, on n'assisterait pas un peu à la même chose qui se passe dans le monde du cinéma, à savoir les producteurs, les dirigeants de studios, de chaînes, qui vont un peu trop... Ouais, qui plombent. Voilà, qui vont un peu trop embêter les créatifs et que justement, on a de nouveau une nouvelle scission. Boris, toi, comment tu vois le Non, mais sujet c'est vrai que, enfin, en tout cas, je sais pas si je peux être compétent pour répondre à cette question, mais en tout cas, c'est vrai que, enfin, les indices le montrent, quoi. Je veux dire, la créativité qu'on voit dans les séries animées, par exemple, c'est vrai qu'elle peut totalement amener une réflexion comme ça, je pense. Vous avez raison. Après, je sais pas, je pense que vous y connaissez beaucoup plus que moi dans les enjeux comme ça globaux de ce genre de choses pour répondre, mais je pense que, enfin, je vous écoute. Non, mais c'est bien d'avoir le ressenti, quoi. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas un lien. Bon, après, ça va être encore un truc complètement tiré. On fait plein de théories de complot aussi, c'est génial. Tracté, mais si tu te souviens du nouvel Hollywood, où justement le cinéma Hollywood commençait à se plomber lui-même avec des grosses productions. On a la même chose en ce moment. Et des grosses playbombs, et j'ai l'impression qu'il y arrive ça en ce moment. Mais bien sûr, c'est totalement ça, James. On voit Disney qui s'est cassé la gueule, et on voit des trucs comme Non Ranger ou John Carter il y a 2-3 ans déjà. Il y a un moment où ils ont voulu trop en faire, et à cause du marketing, quand on voit Justice League qui c'est même plus un film, c'est une espèce d'ersatz de film fait par la production et fait par les cols blancs qui au final ont réussi à complètement niquer tout le travail des créatifs. Et j'ai l'impression qu'en série télé, il est en train de se passer la même chose. Oui, on voit souvent des séries. Par exemple, Rick et Morty, ils sous-entendent des choses comme ça un peu. C'est genre que des fois, on le voit avec les saisons qui évoluent, par exemple, où j'ai trouvé ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va avoir une saison qui va être d'une façon. Et dans la saison 2, on va avoir la production qui va trop écouter certains fans autres, qui va dire ah ben non, il faut changer totalement de style et faire autre chose. Et j'ai eu en fait cette impression-là avec la première saison de Rick et Morty, qui prend des thématiques, des aventures, met un peu d'humour, parfois trashouille et tout. Et puis après, elle se met à raconter autre chose. Mais je l'ai pas pris dans un mauvais sens dans ce cas-là. C'est que je l'ai pris vraiment comme une critique justement de ce qu'on voit dans le monde des séries, où souvent la série, sur son évolution, va devenir totalement différente de ce qu'avait en pensée l'auteur et de sa première idée générale, quoi. Moi, je pense que Harmon, il a tellement souffert de Community, et pour avoir vu des interviews, je pense qu'il en a. Mais ça se sent dans Rick et Morty. Il en a vraiment ras-le-bol de ce délire-là, et je pense qu'il se venge un peu avec Rick et Morty, et quand il essaie de parler du monde de la télé, il se fout un peu de leur gueule parce que ce qu'on lui a fait de Community, c'est pas cool, et quand on voit la saison où il était pas là, qui est bâtard. Il n'y a pas 2 saisons où il était pas là. Il y a 2 saisons où il est pas là. On n'est pas en train de faire un podcast. C'est les saisons 3-4. Mais elles sont vraiment moins bien, et il y a pas l'humour que Damal. Non, peut-être 4-5. Ouais. Pour revenir à Rick et Morty, en fait, les 2 premières saisons, je les trouve vraiment. Je sens en fait, et je ressens, je pense que les créateurs et les auteurs ont vraiment fait absolument ce qu'ils voulaient, sans en fait dans leur bulle, quoi. Vraiment sans se confronter un peu aux avis ou quoi. Mais après, quand même, faut dire aussi que Rick et Morty a eu un succès énorme. Enfin, nous, peut-être qu'on le ressent un peu moins en France, mais aux États-Unis, c'est quand même devenu un truc énorme, quoi. Je pense vraiment. La preuve, il y a eu. Il y a eu un crossover avec les Simpsons, là, voilà, donc c'est quand même gag du canapé et tout. Voilà. Et je trouve que dans la saison 3, je pense que c'est la première fois où on ressent en fait que, et je pense que c'est aussi pour ça, il le dit je crois dans pas mal d'interviews, c'est pour ça qu'ils ont mis tant de temps à la faire, c'est ils ont pour la première fois genre un peu du recul sur cette série, et aussi ils sont un peu, je pense, écrasés par les attentes qu'il y a eu des fans par rapport à tout ça. Et du coup ça donne une saison 3 où je pense qu'on voit vraiment qu'ils commencent à vouloir régler un peu quelque chose avec eux-mêmes, et sur ce qu'est Rick et Morty, et qui sont plus vraiment dans le côté défouloir, et dans le côté genre on y va, on s'en fout, on fait ça, on délire. Et ça, je trouve que ça se ressent vachement dans la saison 3 en fait, que pour la première fois ils comprennent en fait l'ampleur de leur série, ils peuvent plus faire autant n'importe quoi. Du coup, ils en ont fait autre chose qui est toujours aussi intéressant, je trouve. Après, à voir peut-être dans les saisons suivantes, si parce que c'est toujours compliqué ça quand une série a succès et tout, surtout avec des gars comme ça qui vraiment réfléchissent énormément sur eux-mêmes et sur ce qu'ils font. À voir si ça va pas peut-être totalement les bloquer en fait ou quoi.
Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on pourrait presque dire que cette série sur les premières saisons, ça leur a servi à faire un peu une psychanalyse d'eux-mêmes. C'est-à-dire, voilà, on a sorti ce qu'on avait en nous, nos peurs, nos envies, nos rêves et autres. Et que finalement, maintenant, c'est de se dire, bah voilà, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'avec les saisons 3, ils essaient de prendre un peu le contre, enfin pas forcément le contre-pied, mais ils se sont dit on va pas faire plaisir aux fans, c'est pas C'est ça ça, qu'on a envie de faire. On va faire une vraie série, on va essayer de réfléchir par rapport à nos personnages, essayer d'avoir un vrai cheminement plutôt que des séries où c'était une succession d'épisodes sans vraiment de lien les uns avec les autres. Là, on sent vraiment qu'il y a une évolution dans la saison 3 au niveau des personnages. Ils ont essayé de réfléchir et ils essaient de faire. En même temps, c'est bien, je pense, c'est comme ça que une bonne série évolue dans la longueur, quoi. C'est toujours en se remettant en question ou quoi, parce que après, ça aurait pu être cool que ça reste comme c'était dans les 2 premières saisons, mais au bout de 3-4 fois, peut-être on se serait dit, bon bah ça tourne un peu en rond, quoi. On a un peu compris ce qu'ils veulent dire, alors que là, ouais, on voit qu'il y a un gros travail de réflexion sur la série en elle-même et sur ce qu'eux-mêmes ils ont envie de dire à travers la série. Et je pense que ça peut que se bonifier avec le temps. Après, c'est toujours casse-gueule. Peut-être qu'on va avoir des saisons un peu moins bonnes, quoi, à ce niveau-là, mais au moins on sentira qu'ils sont toujours dans la réflexion. Et je pense que ça c'est hyper important en fait pour qu'une série marque sur la longueur, quoi, et dans le temps, parce que je pense que on peut quasiment affirmer quand même par rapport au succès aussi que c'est déjà une série culte, Rick et Morty, mais faudra quand même voir ce qu'elle donne sur la longueur, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Il y a un truc que moi je dis souvent, et je sais pas si on va m'écouter ou pas, mais je trouve que quand on est showrunner d'une série, il faut savoir écouter son public pour avoir en fait des outils pour remettre son travail, comme tu as dit, Ah, ça, je trouve plus mon mot. Pour se remettre en question, ouais. Mais il faut pas non plus trop les écouter parce que c'est là que ça part dans n'importe quoi et on l'a vu avec beaucoup de séries. Et oui, James, je veux dire. Moi, je vais faire encore un lien avec le cinéma et avec le comics, mais si tu vois, c'est Warner qui a essayé de faire plaisir à ses fans, de rajouter de l'humour dans Justice League et dans The Suicide Squad. Moi, je l'ai parlé de Star Wars, tu vois. Et on voit ce qui est devenu Justice League et Suicide Squad, et moi, j'ai pas envie que Rick et Morty ça devienne ça, quoi. Bah après, c'est vrai qu'en plus, eux, ils ont le côté, genre, comme on parlait tout à l'heure des fans de certains fans de Rick et Morty, ils ont une fanbase et une communauté assez, je pense, oppressante pour eux-mêmes, quoi. Ils doivent, je pense que ça a quand même dû un peu les traumatiser, tout ce qui s'est passé cet été et même avant entre la saison 2 et 3, quoi, avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et je pense que ça doit être hyper dur, surtout pour des personnages comme eux, de régler leur compte avec ça et de rester droit dans leurs bottes pour faire une série. Je pense que j'aimerais pas être à leur place, en fait. Mais du coup, je me pose une question. Leur fanbase, c'est des jeunes, des ados, il y a des jeunes adultes, des adultes. Parce que j'essaie de comprendre en fait pourquoi il y a ces types de réactions-là, quoi. Il y a des traits des ados, quoi. Il y a beaucoup d'ados. Je pense. Il y a aussi beaucoup de jeunes adultes aussi, je pense. Enfin, je pense que leur public doit être vraiment en gros entre 15 et 35 ans. Mais après, il doit y avoir une scission, quoi, entre les 15-18, 15-20 et les 25-35 qui voient pas du tout la série de la même manière, en fait. Ouais, je vois, parce que là, depuis tout à l'heure, on essaie de montrer qu'on a du recul, qu'il y a différentes lectures pour la série. Mais c'est vrai que quand je vous entends parler justement des fans, j'ai l'impression qu'ils sont très premier degré finalement. Bah c'est exactement ça. Comme un jeu, quoi. Bah ils prennent en fait, par exemple, ce que peut dire le personnage de Rick, ils le prennent pour argent comptant, quoi. Ils vont pas essayer de dire pourquoi il dit ça, qui il est vraiment ou quoi. C'est comme je le disais tout à l'heure, comme ceux qui prennent ce que dit Cartman pour argent comptant, quoi. Et je sais pas si c'est une mauvaise lecture ou quoi, mais c'est pas vraiment. On sait que au fond c'est pas ce qu'ils veulent dire, quoi, les créateurs et les scénaristes. Et du coup, c'est vrai que comme c'est des personnages assez troublés et troublants, ça peut mener à avoir des comportements un peu spéciaux, un peu radicaux, parce qu'on sait, enfin typiquement quand on parlait tout à l'heure du problème avec les femmes dans la série, les fans et ceux qui suivaient qui critiquaient ça, on sait, enfin ça a été quand même
assez affirmé et assez dit clairement que c'était vraiment cette espèce de frange extrême droite masculiniste américain qui traîne sur Reddit et 4chan machin, qui fait aussi partie de la fanbase de Rick et Morty, quoi. Et ça, je pense, ça les a fait vraiment chier énormément, quoi, Dan Harmon et Justin Roiland, quoi. Mais bon, ils peuvent pas. C'est compliqué, quoi. Après, quand on choisit pas son public. Voilà, c'est ça, quoi. On choisit pas son public, mais d'une certaine manière, on dit aussi on a le public qu'on mérite. Donc, je sais pas, je pense que ça doit vraiment les travailler, je pense, comme truc. Bah, du coup, j'ai envie de poser cette question. Est-ce que finalement, Rick, on pourrait pas dire que c'est en fait une espèce de mélange de ces deux auteurs? Et que justement, les deux auteurs ont le même rôle que Rick, à savoir, en gros, il faut faire attention à ce que tu fais, parce que les actes, bah voilà, il y a des conséquences après. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Harmon dans Rick. Et bon, après, on va dire que je arrête pas de faire des liens avec Community. Moi, je trouve que le personnage, il ressemble beaucoup à Jeff, et je pense qu'il y a beaucoup de Harmon dans Jeff. Et je sais pas si t'es d'accord avec moi. Oui, je suis assez d'accord. C'est un Jeff plus extrémiste, on dirait. Ouais. Rick, ouais. Pour les gens qui n'auraient pas vu Community, Jeff, c'est un personnage qui est vraiment très nihiliste aussi. C'est un ancien avocat qui avait fraudé son diplôme et qui se retrouve au début de Community ne plus avoir de diplôme, et du coup il est obligé d'aller dans ce que aux États-Unis on appelle le Community, donc un espèce d'université, mais du pauvre, vraiment très université publique. Et vraiment c'est de la merde, quoi, en gros. Et il est obligé d'aller là-bas pour récupérer son diplôme. Et c'est un personnage qui est tout dans la parlotte et qui pense que parce qu'il a un vrai don pour parler et il fait des discours. Souvent les épisodes de Community finissent sur Jeff qui fait un discours sur la vie et sur comment doit être le monde, et souvent c'est complètement débile. Il a vraiment un problème avec il a des gros problèmes de daddy issues. Ouais. Il est tiens, c'est bizarre comme la fille de il a un côté baisse aussi, ouais. Et je pense que Harmon a beaucoup il doit avoir ce délire là un peu. Il a un gros problème d'ego, et j'ai lu dans plusieurs interviews que c'était un des problèmes de Dan Harmon qui avait à part ça devait donner avec Chevy Chase, hein, parce que lui aussi, question ego, attention, ça ne rigole pas, hein. Donc après je sais pas si Boris est de mon avis Bah, je te dis, moi je connais très mal Community, donc je préfère mais déjà sur le côté Rick qui pourrait être justement des showrunners. Ouais, je pense, clairement, tout ce que sous-entend la série au niveau des personnages, je pense que c'est vraiment des choses hyper personnelles, quoi. Là c'est plus léger, mais le délire avec la Szechuan sauce là, le truc de McDo, c'est vraiment un délire que Justin Roiland avait depuis des années. Il l'a dit en interview, machin, et ils en ont décidé, de l'intégrer dans la série. Et apparemment, il le regrette un peu du coup. Mais je pense c'est une série très personnelle et du coup après c'est toujours dur de déterminer dans quelle mesure la personnalité des créateurs est incarnée dans celle des héros, quoi. Mais je pense qu'il y en a, ils en jouent clairement, quoi. Okay. C'est comme ce qu'on disait sur Whedon, qui est complètement Buffy. Whedon c'est Buffy, c'est aussi Alex plus aussi. Et pour les gens qui savent pas le délire avec la Szechuan sauce, on va pas spoiler l'épisode. Non, mais d'ailleurs, je voudrais que tu en parles parce que je voudrais rebondir sur ça après pour vous poser une question. Ouais, c'est même pas un spoil là. Je pense que tu peux y aller. Je sais pas. Il y a un truc par rapport à ça donc c'est une sauce de McDo pour. Mais je sais pour pas les si nuggets. elle est sortie chez nous. Je sais pas si elle est sortie. Je pense pas qu'elle soit sortie chez nous. Je crois pas. C'est un truc spécial qui sortait pour Mulan apparemment. Donc c'est une sauce un peu sucrée que Rick voulait à tout prix parce que c'est un truc limité qui est dans le temps. Ouais, il dit que c'est la meilleure sauce que McDo ait jamais faite. Et en fait, il y a un délire par rapport à ça. Et du coup, pour rigoler, et parce que on voit vraiment l'impact de la série, McDo s'est dit, ah putain, on va la ressortir pour un jour. Et je crois que c'était que à Los Angeles, non, ou c'était partout, je sais plus. Je crois que c'était vraiment limité. Ouais, ça devait être qu'à Los Angeles ou peut-être dans quelques villes, quoi. Mais c'était genre vraiment, il y en avait pas beaucoup, quoi. C'était. Et en fait, ça a fini en émeute parce que tous les fans de Rick et Morty sont arrivés là-bas. Et quand on leur a dit, on est désolé, on en a plus, au lieu de dire, il y en a plus, c'est dommage. On est frustré, c'est parti en émeute et c'est parti. Les gens sont fous, quoi. Ouais, on a vu, il y a des vidéos qui traînent et tout sur YouTube ou quoi, c'est terrifiant. On voit des gens qui
qui genre vendent un nugget trempé dans la sauce, genre je sais pas, $100, des trucs comme ça. Il y en a qui ont vendu leur voiture pour avoir un pot de Szechuan sauce. Il y en a qui écrasaient par terre la Szechuan sauce et il y en a qui se jetaient dessus. Enfin, c'était terrifiant. Et justement, voilà, la question que je me pose, c'est le fait qu'on ait par exemple McDonald's qui a utilisé la série à des fins publicitaires, hein, on peut le dire, Oui, c'est totalement. qui a une récupération comme cette de la série, est-ce que finalement ça risque pas de la nuire et qu'au final nos deux créateurs, voilà, ils vont se censurer. Alors, tu disais Boris complètement. Ouais, non, mais enfin, je sais pas s'ils vont censurer eux, mais je pense au moins déjà c'est un peu nocif pour peut-être les gens qui connaissent pas Rick et Morty, quoi. Moi sur ma vidéo, je me rappelle avoir lu un commentaire de quelqu'un qui me disait genre j'adore Rick et Morty, mais avec tout ce qui s'est passé, je le dis même plus trop, quoi. Parce que j'ai peur qu'on me prenne pour qu'on m'associe à ces gens, quoi. Donc tu vois, c'est déjà que c'est des trucs qui marquent, quoi. Alors après, est-ce que au niveau des auteurs, ils vont faire de l'autocensure? Je pense pas que ça soit leur genre et je pense qu'ils sont plus intelligents que ça et ils vont réussir à retourner le truc pour justement peut-être tacler tout ça, mais en tout cas, je pense que c'est compliqué tout ce qui s'est passé avec toutes ces histoires et je pense du coup il y a une espèce de scission, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont pas se mettre à regarder Rick et Morty à cause de ça, quoi. C'est un peu dommage, quoi, parce que c'est terrible de réduire la série à ces histoires un peu bêtes, quoi. Effectivement, je suis totalement d'accord. Mais comme quoi finalement ce qu'ils dénoncent enfin c'est un peu relatif, mais voilà, dans la série ils dénoncent un peu tout ça. Dans la série, ouais. il est totalement dans le... Enfin, certains de leurs fans sont ouais, ça se retourne contre eux, c'est quand même fou, quoi. Ouais, c'est fou, ouais. Mais ouais. Mais calmez-vous les fans, calmez-vous. Elle est très bien cette série, on l'aime. Alors calmez-vous. Soyez tous c'est juste une série télé, quoi. Faut rappeler ça quand même. Mais justement, tu dis bien, James, ce n'est qu'une série télé, et on voit que justement dans cette série, ils aiment bien nous le rappeler qu'on regarde une fiction, avec ce fameux cassage du 4e mur, tant aimé par plein de gens. Le cassage du 4e mur de la saison 3, le dernier épisode de la saison 3 est génial pour ça. On va pas le spoiler, mais il est très très drôle. Mais toute la série, on a ça, justement, on nous rappelle sans cesse que on regarde une œuvre de fiction. C'est quand même assez paradoxal de voir à côté ce qui se passe. Je sais pas comment vous le ressentez, ce côté, comme tu disais, méta, 4e mur. Comment tu vois ça, Boris, dans la série? Ouais, non, mais il joue tout le temps avec ça, quoi. Mais et c'est pas trop. Après, ça va, je trouve que c'est quand même assez toujours bien foutu et assez subtil, et ça ne. La série ne traite pas de ça, quoi. En fait, elle l'utilise pour traiter des choses dont elle veut traiter, mais c'est pas le cœur même de la série. Comme, des fois, il y a des films ou des œuvres ou des séries qui sont vraiment totalement méta, voilà, en réflexion que sur elles-mêmes, avec des mises en abîme permanentes, comme ce que faisaient un peu les Animaniacs ou les trucs comme ça dans les années 90, quoi, où c'était le brisage du 4e mur était en permanence et c'était ça l'essence même de la série, quoi. Là, je trouve que c'est plus un outil, en fait. C'est un outil dont ils vont se servir de temps en temps pour appuyer leurs propos et aussi pour faire des petits clins d'œil, des petites références ou amuser la galerie, quoi. Mais je pense pas que ce soit le cœur de la série, en fait, quoi. Mais c'est un outil très très intelligemment utilisé, en tout cas. Ouais, on n'est pas dans Freakazoid ou... Voilà, ouais. Ah, c'était trop bien, ça. Oh, si quelqu'un trouve les DVD, vous pouvez me les envoyer. Hein. Ouais, pareil. C'est bien. Voilà, je cherche ardemment. Et d'ailleurs, ta vidéo sur Freakazoid est vraiment cool. Ah, c'était du bonheur. Ouais. Merci. Ah, mais ça m'a donné envie de revoir la série. Je me suis mis à chercher les épisodes après. J'étais très triste, j'ai pas trouvé, quoi. Voilà, ça c'était clairement des séries qui jouaient que sur le 4e mur, quoi. C'était l'essence même de la série, quoi. Un truc délirant, quoi, où le spectateur se sent sans cesse pris à partie, quoi. Alors que dans Rick et Morty, si ça existe, c'est plus réflexif, quoi. C'est plus subtil. C'est plus subtil, voilà. Ouais. Donc en gros, si on résume un peu tout ce qu'on a dit, c'est que finalement, cette série, c'est un très bon outil si vous voulez devenir scénariste, si vous voulez comprendre ce qu'est une fiction. Regardez Rick et Morty, vous verrez tous les outils que vous avez même sur la à vie, votre c'est disposition. une série qui parle de sur la vie, sur la psychanalyse, sur soi-même. Oui, moi vraiment, c'est une série, enfin pour une série d'animation et tout, quoi, elle m'a autant marqué parfois dans ce qu'elle raconte, quoi, que des séries traditionnelles ou des séries classiques, je sais pas comment on peut dire, dans ce qu'elle raconte, quoi. Moi, j'ai des épisodes de Rick et Morty qui me restent en tête, quoi, et auxquels je pense. Bah tiens, justement, quel est l'épisode qui t'a le plus marqué? Moi, j'ai énormément aimé Auto-Erotic Assimilation dans la saison 2. Cet épisode où Rick va voir son ex, Unity, qui est même pas une personne, c'est une entité qui peut être tout à la fois, en fait, et qui vit conscience.
qui est une conscience exactement, qui est une conscience qui peut être tout à la fois, et ils arrivent à faire une histoire d'amour entre Rick et cette entité qui est hyper touchante, quoi. Je crois que c'est mon épisode préféré. Ouais. Ok, et toi James, tiens. Moi j'aime beaucoup les épisodes de la Citadelle. Ouais, celui-là il est ouf voilà. aussi. Je veux pas trop spoiler, mais tous les épisodes autour de la Citadelle, c'est assez cool. Mais l'épisode de la Citadelle dans la saison 3 est hyper particulier parce que, je le dis aussi ça un peu dans ma vidéo, mais il rompt complètement en fait avec les mécanismes de la saison 3, quoi, parce que c'est un épisode vraiment où justement les personnages sont exclus, les personnages principaux, Rick et Morty. Au début de l'épisode, ils se barrent en vacances dans l'Atlantide, je crois. Et après, du coup, on va avoir une espèce d'épisode politique, sociologique sur donc la citadelle d'Eric. C'est un épisode où il y a des parodies de Training Day et de Stand By Me. De plein de choses. Ouais, vraiment des parodies de séries de politique, même de films politiques. Voilà, ouais. Et c'est vraiment un épisode politique et tout, hyper qui en 22 minutes arrive à dire des choses. Il arrive à raconter énormément de choses hyper intéressantes en 22 minutes. C'est vraiment une prouesse, une prouesse scénaristique là pour le coup. Et puis ce qui est fort, c'est qu'on a des persos qui se ressemblent tous, parce que c'est des Rick et Morty, mais on arrive à voir une personnalité différente dans chacun. Et c'est super bien. Il arrive fait, avec ce délire, avec ce qui est dans. Tu vas y arriver quoi. Dans la saison, je crois que c'est dans la saison 2 qu'on les voit arriver. Ce qui est c'est un délire, c'est juste. Oui. C'est complètement gratuit. Là, il arrive à en faire une vraie société avec. Avec des, c'est vraiment. Mais là, tu parlais c'est une bonne école de scénaristes, Rick et Morty. Là, pour le coup, c'est clair que quand tu vois des épisodes comme ça, tu te dis, tu peux en prendre de la graine, quoi, parce que il y en a, ils créent des séries qui vont durer 10-15 saisons, ils n'arriveront pas à créer un univers aussi pertinent que eux, on l'ont fait en 22 minutes, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Mais je trouve qu'on peut les rapprocher un peu, attention James, tu me regardes, de Joss Whedon et son travail qui a fait un peu la même chose. Mais c'est vrai, je suis désolée, il y a un héritage. Ouais, je sais pas si. Si, quand même. Si, parce qu'il a réussi à utiliser des outils scénaristiques pour raconter plein de choses en partant d'une histoire fantastique pour le coup. Et on l'a montré dans une émission de 3h30. Et toi, ton épisode préféré, c'est lequel ? Alors, moi, celui que j'ai bien aimé, celui qu'on a parlé tout à l'heure, où justement il est dans l'espèce de Justice League là, de l'espace, où en même temps il arrive à faire une parodie de Saw. Et ça m'a fait mourir de rire parce que je l'ai trouvé bien meilleur que tous les films qui a été fait après sur cette franchise. Je trouve ça trop bien. Et en même temps. Très dur en même temps. Ouais, moi. Mais en même temps, ça raconte quelque chose de super touchant dans la relation entre Rick et Morty. Et j'ai trouvé ça super bien. En plus, je me suis marrée, mais. Je sais pas, Après, il y a un truc qu'on n'a pas abordé encore. Et mais vas-y, profites-en. On a encore, si on en est, c'est la musique dans Rick et Morty. Je trouve qu'elle a un vrai, il y a un vrai truc par rapport à la musique. Il y a notamment 2 morceaux, dont un qu'on va passer tout à l'heure, qui sont vraiment très très marquants. Ouais. Et il y a même une chanson Get Thrifty, qui est vraiment qui est spéciale mais qui est marrante. Ouais, mais là, c'est dans la saison 2, là, elle est vraiment trop belle, la chanson de. Elle a été écrite par le gars de Flying of the Concorde, là, chez. Le truc psychédélique. Ah, là. oui, voilà, avec. Man on the Moon. Ouais, voilà, l'épisode où Morty rencontre, pareil, une espèce d'entité, une espèce de conscience flottante, et il y a une super chanson qui arrive comme ça au milieu de l'épisode avec Man on the Moon. Avec l'animation à ce moment-là qui est super psychédélique. Mais il y a un côté très 70s dedans, enfin c'était. Ouais, complètement. C'est pas gratuit. Quand on regarde tout ce qu'on voit dedans, on arrive à voir un peu l'état d'âme de Morty, je trouve, à ce moment-là. Ce qui se passe dans la tête. Et c'est pas juste une chanson pour mettre une chanson, quoi. C'est une chanson, encore une fois, qui va être utile pour faire avancer l'épisode, quoi. C'est ça. C'est vrai que la musique, tu as raison d'en parler, James. On n'avait pas encore abordé ce thème, mais c'est vrai que la musique, elle accompagne plutôt bien la narration. Elle est jamais. On a beaucoup des séries, par exemple, qui vont prendre le dernier tube à la mode, le dernier chanteur à la mode, vont mettre ça en fond, youpi, et ça veut rien dire. Mais c'est pas le cas dans Rick et Morty. Je trouve que les mélodies, même sans paroles, sans rien, notamment celle qu'on va passer à la fin, elle a un rôle particulier parce qu'elle va nous éclairer sur des éléments de narration. C'est pour les gens qui ne savent pas, c'est le thème de... Ça spoil. Ça spoil. Evil Morty, voilà. Ça va. Voilà. Il y a aussi la chanson, elle est belle la chanson aussi, du coup je reviens à Autoerotic Assimilation. À la fin de l'épisode, là, quand. Voilà, pareil, je vais pas spoiler, mais Rick se retrouve
dans le garage, il est pas au mieux. Et là, il y a je sais pas qui a écrit cette chanson. Je sais pas si elle a été écrite pour la série, mais elle arrive. C'est une chanson, je l'ai passée déjà dans un Comedy Discovery. Elle s'appelle Chaos Chaos. Ouais. Je sais plus Mais moi, je me demande si je l'ai pas entendue ailleurs cette chanson. Ouais, je sais pas. Je pense pas qu'elle a été faite pour le. Pour Ouais, la je pense série, pas. Mais elle arrive à point nommé en tout cas. Ouais, elle est très très cool. Ouais. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous en savez un peu plus sur cette chanson, vous pouvez nous dire en commentaire Effectivement. si vous l'avez entendue ailleurs. Moi, je c'est l'écoute très beaucoup. Elle est intéressant. sur ma playlist YouTube. Je l'écoute très souvent. D'accord. Est-ce que tu sais d'ailleurs, James, s'il y a une OST qui est sortie? Ah non, ils sont pas édités. Je Ça crois se pas. fait de moins en moins, je trouve, ça sur les séries. Ouais. C'est dommage. Parce que c'est important quand même. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qu'on n'aurait pas abordées que vous voulez parler ou on essaie un peu de faire Comme ça là, non, je ne vois pas. On a été assez exhaustif, je trouve. Je pense qu'on a Ouais, parlé de ouais. pas mal de choses. Ouais, non, je sais pour pas être quoi rajouter. Ouais, c'est vrai que c'est. À part regarder cette série, si vous ne la connaissez pas encore, je pense que c'est. Ouais, bah justement, conclusion, voilà. Est-ce que vous pensez que justement toute cette hype, toute cette folie autour, c'est mérité? Ouais, je pense. Oui, ouais. Paul. Après, en plus, je pense que c'est une série qui est un peu arrivée aussi au bon moment, quoi. Je pense qu'elle est quand même dans l'esprit. Elle reprend aussi ce que South Park aussi avait fait pendant des années, quoi. C'est un peu les mêmes choses, quoi. C'est divertissant, trash, mais en même temps avec plein de réflexions sur les choses. Donc, elle le fait pas du tout de la même manière. South Park, j'aime toujours aujourd'hui, c'est super cool et tout, mais bon, maintenant il y a plus de 20 saisons et tout, c'est devenu un peu plus routinier. Et je pense qu'on arrive aussi à un moment dans ce type de série pour ados, jeunes adultes, trash, mais un peu intelligent, il y avait plus grand chose. Et je pense qu'elle est un peu arrivée au bon moment, quoi, et elle a un peu tout raflé sur son passage aussi par rapport à ça, parce qu'il y avait peut-être un vide à combler en fait. Moi, je Et, sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que bon, après, je suis pas un grand fan de South Park. Ouais. J'aime bien les premières saisons et j'ai un peu lâché depuis. Mais je trouve il y a un côté très gratuit dans South Park. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des épisodes, mais c'est vrai que sur les dernières saisons, moi aussi j'ai un peu lâché. Parce qu'effectivement, le côté routine, le côté gratuit, Je trouve que c'est ressentais plus, quoi. c'est un meilleur. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Un meilleur héritage des Simpsons. Plus que Aussi, de oui. South Park. Oui, c'est vrai, Ouais. aussi, oui, totalement. Ouais. Oui, totalement. Ouais. Ça serait une suis espèce d'accord. de Simpson amplifié, quoi, sur certains aspects, et sur certaines thématiques. Mais ouais, c'est peut-être plus ça, mais je trouve quand même qu'elle a du South Park en elle aussi, pour le coup. Mais... Bah, c'est peut-être des héritiers de tout ça aussi. Après, c'est vrai que le côté, par exemple, dans les Simpsons, souvent ils se moquaient de la Fox. Enfin, Ouais, ils avaient un regard un peu critique sur eux-mêmes, sur ce qu'ils faisaient. Donc c'était assez intéressant. Puis il y avait aussi un détournement dans les Simpsons des outils créatifs des séries télé qu'on retrouve dans Rick et Morty. Donc, Après, dans Rick et Morty, il me semble il y a quand même, à part du coup la Szechuan sauce peut-être, mais il n'y a jamais de référence en fait claire sur ils vont jamais faire de référence claire sur quelque chose de contemporain ou quoi, comme justement South Park, ils vont identifier clairement quelque chose et se moquer de ça. Les Simpsons aussi, comme tu dis, ils vont parler de choses qui existent. Mais Rick et Morty le fait, mais je crois pas qu'ils identifient comme ça des choses. Ils vont pas se foutre ouvertement de la. Ils utilisent plus des symboles. Ouais, voilà. C'est-à-dire des symboles de pop culture ou des symboles, je sais pas, Jurassic d'information. Park, peut-être. Ouais. Ici, du Ils- Jurassic Park. Ils en parlent. Bah, ils en parlent pas, mais Anatomy Park, il y a Ouais. la même police. Ah, la même, oui. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, Je pense mais... que c'est le seul truc où mais il y a tu vois, une c'est référence tellement directe, ancré. C'est tellement ancré, cette image de pop culture tellement ancrée en nous que tu vois, il n'y a pas besoin de le dire. Et finalement, c'est là qu'on voit que c'est une bonne série parce qu'il y Ils a sont beaucoup moins dans la de- dénonciation du. Bah, ils sont moins dans la dénonciation de choses contemporaines comme South Park fait maintenant exclusivement depuis presque 10 ans, quoi, enfin un peu moins. Où ils vont prendre à chaque fois un sujet de société, le démonter ou montrer leur manière de penser par rapport à ça. Rick et Morty, c'est pas du tout ça par contre. Faut bien être Non, clair. c'est plus sur la vie en Voilà, ouais, général. c'est plus, Et ils nous prennent pas pour des cons en disant ah tiens cette référence c'est ça t'as reconnu hein. C'est plus Rick et Morty est plus philosophique Oui, Ouais. que South Park. On va dire Et que d'ailleurs, on c'est va dire aussi- que Rick et Morty c'est philosophique et Ouais. South Park est sociologique alors peut-être. Ouais, voilà. Peut-être, ouais. Mais je trouve que la philosophie en ce moment dans les séries, je remarque plus je regarde de séries, plus j'en vois, la philosophie, la psychanalyse, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Quand tu vois Dans les BoJack thématiques, Horseman, quoi. quand tu vois, Bah, quand je vois par exemple là, je suis à fond sur Crazy Ex-Girlfriend, oui j'en reparle encore, mais il y a tout un côté psychologique, il y a tout un côté philosophique aussi,
mais qui arrive alors qu'au début ça se présente comme une comédie musicale, et on a plein de choses comme ça surprenantes, et je trouve que ça montre peut-être que la société de maintenant, on a tous peut-être un problème, on se sent peut-être pas bien, ou une envie de s'analyser, de s'améliorer. C'est peut-être un symptôme. Un autre exemple, un exemple moins bon, mais du coup, on en parlait en début, Big Mouth, même si la série est problématique, il y a quand même ils essaient, il réussit pas forcément, mais ils essaient d'avoir un côté philosophique sur la puberté. Et sur Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, est-ce que ça veut dire on peut dire qu'on est dans une société qui a besoin de se comprendre, de comprendre ce qui entoure, qui se sent pas bien? C'est un peu dans l'air du temps, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive et comment être heureux. Ouais. Est-ce que toi tu le ressens comme ça aussi? Oui, totalement. Et moi, ce que j'aime en plus dans Rick et Morty, c'est qu'il y a ça, mais en même temps, ils le font d'une manière qui permet aussi de t'évader, quoi. Et du coup, ils ont tous cet univers de science-fiction foisonnant et incroyable, qui justement ne reste pas dans la pure psychologie, quoi. Et ça, j'aime beaucoup, quoi. Ils traitent de ça, mais en même temps, ils font voyager, ils font découvrir plein de trucs, ils imaginent plein de trucs. Et ça, j'aime bien en fait quand le côté analytique, psychologique, machin, rejoint aussi l'imagination, quoi. Je trouve ça vachement important. C'est une série qui est très divertissante. Voilà. Final. Bah, c'est ça qui est cool. C'est vrai que c'est un divertissement intelligent. Voilà. Et dans un sens, ça me rappelle les vieux blockbusters, tu vois, à l'époque des années 80, tu vois, Spielberg et tout, qui te racontaient une histoire, mais en même temps, tu disais autre chose derrière. Ouais. On prend le cas de Jurassic Park, on va avoir des dinosaures, des choses comme ça, mais derrière, il y a en fait peut-être une analyse de Spielberg et des studios sur son travail, et autres, si on regarde bien, par rapport à son aventure dans les dents de la mer et autres. Enfin, faut bien regarder le film pour ça, peut-être un jour je sortirai la vidéo dessus, mais c'est ça qui est intéressant au final. Et alors, oui, James. moi, ça me fait penser à Daria aussi un peu. Oui, c'est-à-dire James. Il y a le côté un peu, quand les petits moments de vie au lycée, ils sont un peu, ils sont tout aussi intelligents et bien menés qu'elle est la Daria. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, après du coup, Daria, c'est vraiment ancré dans notre réalité, quoi. C'est la différence, quoi, je pense. Mais oui, sinon. Même s'il y a l'épisode des jours de fête qui est un peu plus. Un peu plus fou. Ne recommence pas avec les jours de fête. Hein. On essaie toujours de comprendre. D'ailleurs, tu as une explication. Oui, as-tu une explication sur les jours des fêtes, puisqu'on est sur la fin? Je m'en rappelle plus de cet épisode. C'est l'épisode où d'un coup il y a Guy Fawkes et Cupidon qui vont voir Daria de tous les jours de fête. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai cet épisode. Ah ouais. Ah là, je m'en souvenais plus. Ah, c'est vrai qu'il est spécial. Ah ouais, ça a traumatisé nos invités de l'émission sur Daria, nous aussi. Donc, c'est vrai que vous en parlez. Ouais. On va demander à Rick et Morty qu'il fasse un épisode dessus. Ce serait effectivement. Bah écoutez, je vous propose quand même de faire une petite conclusion. Je pense qu'on a dit pas mal. Ouais, on peut peut-être revenir vite fait sur la chaîne de notre invité qui est vraiment. Oui, mais déjà je voudrais faire une conclusion sur la série et après on vous passera à l'invité. D'accord, tu es content? Donc pour conclure, je pense qu'on est tous d'accord tous les trois qu'on vous recommande vraiment cette série parce qu'elle est divertissante et intelligente. Vous êtes d'accord? Ça vaut le détour et ne vous laissez pas influencer par ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, sur quoi par rapport aux gens qui aiment cette série. C'est une série qui vaut le coup et qui peut être aimée par tout le monde. C'est bien dit. Voilà, pensez toujours à réfléchir sur ce que vous regardez. Ne devenez pas fou à cause d'une sauce, c'est pas bien. Et évitez aussi de trop réfléchir avant de l'avoir regardé, quoi. Des fois, il n'y a pas besoin de se laisser influencer par des tas de choses. Si vous avez envie de la regarder, regardez-la. Voilà, il faut faire sa propre opinion. Nous, on est là, on en discute, on vous donne des idées. Mais si vous trouvez ça nul, pas de souci, hein, ça peut arriver. Oui, alors là, on encourage tout le monde. Si vous n'avez pas aimé, dites-nous en commentaire pourquoi. C'est toujours intéressant de voir le ressenti des autres. N'est-ce pas, James? Tu es d'accord? Oui. Alors, du coup, pour l'instant, on va garder le notage des séries, donc c'est pas définitif. On le note quand même? Ouais, quand même. Ça va être dur de noter, Rick. Alors, je demande d'abord à notre invité quelle note il a envie de donner sur 20 à cette série. Sur 20, vous avez dit? Ouais. Je lui donnerais un petit 18 ou un bon 17. Tu choisis 17, 18? Allez, 18. 18? Ok, je note. Ton classement, il va rien dire du tout. Bah écoute, pour l'instant, note. Moi, je vais lui donner 18. Defender, il va aller très très loin. En même temps, Defender. C'était la première série qu'on a faite et t'es pas super. 18, moi, ouais. Pareil que Boris. Ah, moi j'hésite entre le 17 et le 18 aussi. Est-ce que je suis le mouvement ou est-ce que je mets 17?
Bon allez, je vais être sympa, je vais mettre un 18 aussi parce que ça a été vraiment une bonne surprise et je suis contente que James ait Malgré le proposé côté cette série. trashouille, Ouais, parce que d'habitude j'ai du mal quand c'est trash gratuitement. Oui, je comprends. Pour rien. Je comprends. Mais là, je trouvais que c'était bien fait au final. Et c'est vrai qu'au début, j'ai traîné les pieds pour la regarder, mais finalement, je suis bien En fait, il faut contente. passer le pilote. Le pilote est peut-être un peu. Je pense qu'il faut passer la moitié de la première saison pour que parce que déjà, il faut passer le côté trashou qui est un peu bizarre. Puis après, il faut que tu comprennes ce que tu regardes. Et si t'es pas habitué, ça peut demander de l'investissement. Ouais, moi, il m'avait eu direct avec l'épisode sur le chien, j'avoue. Là, j'étais conquis à partir de là. Et l'épisode aussi des Mystics, là, les clones aussi. Ah, il est trop bien celui-là. Ouais. Ah oui, celui-là j'ai bien aimé aussi. Ouais. C'était très très drôle. Non mais franchement, on vous encourage à la regarder, à faire votre propre avis voilà, et de venir nous en parler. N'est-ce pas, James? Oui, exactement. Oui. Regardez cette série, elle est vraiment très cool. Voilà, alors puisqu'on a encore un peu de temps, vas-y James, si tu veux poser des questions à l'invité, faire revenir sur sa chaîne. J'avais envie. Ouais, poser des questions, je n'y avais pas pensé, donc ça va être D'habitude, on n'a pas au le hasard. Non, Déjà, mais tu voulais revenir sur sa chaîne. ouais, je voulais revenir un peu sur sa chaîne. Déjà, appeler aux gens à mater tes vidéos parce qu'elles sont vraiment cool. Merci. Donc, je rappelle, le nom de la chaîne c'est Cartoon Télé. Donc, Cartoon avec. C'est un O ou c'est un 0 au début? Ça dépend, je sais plus, je crois que sur YouTube c'est un O. C'est un O majuscule. Je pense que. Ouais, le mieux c'est de mettre tous les liens dans la description. Les liens sont dans sur la Facebook. description, vous trouverez tout ça dans la description. Et on mettra, pour les gens qui nous suivent sur YouTube, on la mettra dans nos suggestions de chaînes. Cool. Vous la retrouverez là. Parce que je trouve que 800 abonnés, c'est pas assez, il t'en faut beaucoup plus. Merci, C'est clair, pour des gens- je sais pas, mais merci en tout cas. Ah, mais si, En plus, si, tu si. sous-titres, je viens de voir que tu sous-titrais tes. Ouais, là je l'ai pas fait récemment, mais j'ai essayé au début, ouais. Je vais essayer de m'y remettre aussi. C'est un peu long, mais je le fais, ouais. Non, mais c'est cool d'avoir des gens passionnés qui ont envie de partager ça avec d'autres. Donc il faut mettre en avant, ça c'est. Et oui, je t'avais cité sur l'émission de Daria parce que tu avais parlé de Beavis et Butthead. Ah ouais. Je l'ai mis en lien, je sais plus. Je sais plus si on l'a eu. Je crois que j'avais dit que je le mettrais en lien, mais je l'ai pas mis. Donc je le Ouh, mettrai, vilain James. Je le mettrai plus tard alors. Et du coup, est-ce que tu peux nous divulguer les prochaines vidéos qui devraient apparaître? Ouais, alors là, c'est vrai que maintenant on est début 2018. Alors début 2018, je pense que je vais essayer de faire une série. Donc j'ai une petite série qui s'appelle On redécouvre, où donc je parle d'un cartoon un peu moins connu ou un peu moins mainstream que le reste. Et là, je vais peut-être faire un truc sur une série qui s'appelle Les Oblongs, qui était une série Adult Swim aussi, qui a eu une seule saison. Une série incroyable c'est assez dur à dire, mais c'est une famille de freaks. C'est les Simpsons en fait, avec des freaks, mais genre littéralement des freaks, c'est-à-dire le Il n'y a père. pas une histoire avec une main ou je sais pas quoi, qui a une main sur la tête, enfin un truc tout ça. Alors oui, il y a une petite fille qui a un truc sur la tête, c'est pas vraiment une main, Ouais, on sait pas je ce que c'est. connais. Le père est cul-de-jatte, il y a Ouais, des enfants, c'est il y a ça. des enfants siamois, c'est vraiment un Ouais, truc, je connais. c'est assez délirant avec Will Ferrell qui fait la voix du père. Ah, c'était Will Ferrer. Ouais. Ah, j'avais C'est pas reconnu. assez cool, j'ai découvert ça récemment, j'ai adoré, donc je pense que ça sera une des prochaines à arriver. Ah bah, je regardais ça avec attention, parce que j'avais vu quelques épisodes, j'avais trouvé ça bizarroïde. Ah, c'est bizarre, ouais. Mais pas mal, ouais. Mais t'aimes bien les trucs bizarres, non? Les trucs un peu. Ouais, on voit, j'ai peut-être ce petit défaut. Ren et Stimpy ou. Ouais. quoi d'autre Même le chien courage. Ça Ouais. Ouais, j'aime bien les trucs comme ça. C'est pas forcément, tu vois. Je suis pas comme. Je suis un peu comme tu disais tout à l'heure, je suis pas fan de trash pour faire du trash, mais après, j'aime bien quand même les trucs comme ça, un peu organiques, un peu crado, même que ce soit dans la manière de faire de l'animation et tout. J'aime bien quand c'est pas léché, quand ça sent un peu le fait main et l'artisanal, ça, je suis assez fan. Ouais. Ok. Bah du coup, si tu veux donner les endroits où on peut te retrouver, si jamais nos auditeurs veulent te suivre, discuter avec toi. Ah oui, bah j'ai une page Facebook aussi également qui s'appelle Cartoon Télé. Je sais plus quelle est l'adresse exacte du coup, mais On partagera aussi. c'est dans les liens dans mes descriptions aussi à chaque fois dans mes vidéos. J'ai aussi un compte Twitter où j'essaie de poster de temps en temps. Je suis pas hyper actif sur tous ces trucs, mais je réponds présent si on me sollicite. Voilà. Ok, super. Et tu nous as dit que tu fais, vas-y, je sais pas si tu veux en parler, tu fais de la radio aussi à côté. Ouais, je suis à Radio Campus Paris depuis 5 ans maintenant. J'ai une émission de musique tous les lundis soirs
qui s'appelle Yummy avec mon copain Eddie. On passe, on va dire, on est spécialisé dans la musique underground. On passe beaucoup de punk, de pop indépendante, de garage, de choses comme ça, des trucs un peu louches qui d'habitude ne passent pas à la radio. Yummy tous les lundis 21h-22h sur Radio Campus Paris. N'hésitez pas à écouter, même si vous êtes de Montpellier, vous pouvez streamer et tout ça. On a des podcasts voilà, aussi. via le site. Voilà. Et vive les Radio Campus. Ouais. Oui, encore merci à Radio Campus de permettre à cette émission de passer sur leur antenne, de qu'on puisse partager cette passion des séries télé avec eux. Moi, je suis très très contente et je les remercie. Ouais. N'est-ce pas, bah tiens, on fait une petite pub pour des amis à nous qui bossent aussi sur Radio Campus Paris et qui font l'émission Apparence, qui est vraiment très très cool. Ouais, qui passe en même temps que Comedy Discovery, je crois. Qui malheureusement a le même. Ah, mais toi aussi t'es le lundi. Putain, vous êtes tous le lundi. On est des gens du lundi. C'est vrai, on est tous du lundi. Ouais. Donc, vive le créneau du lundi. Ouais. Et voilà. C'était. C'est super. Et apparemment, ça parle de. C'est des histoires un peu. Des témoignages. Des témoignages surnaturels, ce genre de choses. C'est assez cool. Oui, c'est une partie des gens, je crois. Je sais pas si c'est une partie des gens qui travaillent sur Pourquoi Buffy c'est génial. Qu'on recevra très prochainement dans l'émission, on peut le dire. Effectivement. Pour parler d'une grande série. On n'a pas voulu recevoir sur Buffy parce qu'ils parlent beaucoup de Buffy. Ouais, on s'est dit les pauvres, on va aimerait leur entendre entendre parler d'autre chose que de Buffy. Ils ont vraiment plein de trucs à dire, très intéressants. Voilà, donc on les recevra prochainement sur une série mystère. James, est-ce que tu peux dire où c'est qu'on peut nous retrouver si on veut trouver nos émissions, discuter avec nous, suivre notre actualité? Alors moi, vous pouvez me retrouver juste après. Mais non, pas aujourd'hui parce que cette semaine. La semaine prochaine, vous me retrouverez la semaine prochaine à 18h sur Comedy Discovery. Sinon, Geek en série, vous pourrez retrouver sur iTunes, Android, Podcast Addict, Deezer aussi. Deezer aussi, on est sur Deezer. Donc Geek en série. Ouais. Twitter, Instagram et Facebook. Et c'est tout, Facebook, c'est Geek en série, le podcast, je précise. Ouais. Sur Twitter, c'est geekenserie.rcm, je crois. Je sais plus comment t'as mis. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Voilà, Twitter, c'est. Et si vous voulez nous envoyer un petit mail, vous pouvez à geekenserie.rcm@gmail.com. Tu vas y arriver. Donc geekenserie.rcm@gmail.com. Et bientôt sur le site internet de l'Amicale du Geek, mais quand j'aurai enfin. Quand on l'aura fini. Quand on l'aura fini. On a plein de projets pour cette année 2018, mais ça va arriver. On y croit. Je vous le promets, en 2018, on sortira le site. Voilà. Et juste, je voulais dire que nos auditeurs peuvent déjà. Ils pourront commenter cette émission, mais ils peuvent déjà nous envoyer des mails ou des commentaires ou autre pour réagir au prochain sujet qu'on traitera. J'y arrive. Il s'agira de la série American Vandal qui va nous permettre de parler de choses d'autres thématiques, mais tout aussi vous voulez pas lier avec on le lira, mais c'est lié, je pense, mais on en parlera dans l'émission. Commence pas à dévoiler le programme, James. D'accord, je ne dévoile rien. Mais en tout cas, je remercie encore vraiment beaucoup Boris d'avoir été avec nous. Merci à vous surtout, c'était hyper sympa de m'inviter, c'était une très très bonne expérience et longue vie à Geek en série. Merci, tu reviens quand tu veux en tout cas. Cool, c'est noté. N'est-ce pas, James? Ouais, la prochaine série d'animation ou même autre série. Oui, même si tu parles d'une série, pas d'animation, tu es le bienvenu. Super. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? On va se quitter en chanson. Donc, on en a parlé durant cette émission. On va prendre un morceau donc, de la musique de Rick et Morty. Ouais. Donc, il s'agit du groupe Blonde Redhead avec la chanson For the Damned. J'adore, tu dis blonde en français? Ouais, moi je dis blonde. Et Redhead en anglais. Mais moi j'ai décidé d'inventer une nouvelle langue, c'est le mi-français, mi-anglais. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous fais des gros bisous parce que je suis comme ça que c'est la nouvelle année, chers auditeurs. Et bonne année. Et bonne année encore une fois, bonne santé, tout le petit pointi. Et puis on vous invite à nous suivre pour le reste de l'année, comme d'habitude. Et moi je vous dis donc rendez-vous dans 15 jours pour parler de Vandal. Et de beats. C'est vrai qu'il y a des beats dans nous, ça va être une émission censurée, attention. Attention. Allez, à bientôt, ciao. Allez, bye. Salut. Et bonne année.
secret.